Bonsoir. Alors, je m'appelle, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Marjorie Piéfer. Je suis naturopathe et créatrice depuis quelques années de Biocéanie. Alors, je suis désolée, je lis mon petit texte parce que je suis un peu émue. C'est une petite entreprise ayant pour vocation le mieux-être de tout un chacun et plus particulièrement celui apporté à une alimentation saine. Ce soir, vous pourrez poser toutes les questions que vous désirez à Jean Joyeux, à qui je laisserai le soin de se présenter dans quelques minutes. Ah, toutes, peut-être pas toutes, mais... En tout cas, autant que possible. Permettez-moi donc de vous remercier de votre présence, qui nous fait chaud au cœur. La bonne santé vous intéresse. Mais permettez-nous, à Jean et à moi, de vous féliciter. Alors, de vous féliciter de quoi? D'être de bons citoyens et de bonnes citoyennes. D'être des bons citoyens de quel pays? D'être des bons citoyens de notre pays, la Nouvelle-Calédonie, en étant des citoyens du pays imaginaire de la bonne santé. Être en bonne santé, c'est, pour vous, disposer de plus d'énergie, de plus de bien-être, de plus de rayonnement pour construire votre propre vie. Être en bonne santé, c'est vous rendre plus disponible pour votre entourage familial, professionnel. En bonne santé, vous êtes évidemment bien plus efficace pour réfléchir à vos choix de vie, plus efficace pour les accomplir. En bonne santé, vous êtes plus à même d'épauler votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, votre famille en général, vos amis, vos collègues. Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous êtes plus performant. Votre bonne santé fait faire de belles économies à certains organismes, dont je ne citerai pas les noms. En veillant à votre bonne santé, vous mettez en œuvre un comportement citoyen calédonien, un comportement du citoyen calédonien de la bonne santé, qui s'apporte à lui-même, qui apporte à tout son environnement, qui apporte à son pays et le fait gagner, et qui apporte aux autres aussi. Alors, chers et chères amis, bravo de vous vouloir être ces citoyens et ces citoyennes de la bonne santé. Tout le monde y est gagnant. Jean Joyeux, le laboratoire Nutergia, à l'origine de cette rencontre, et Biocéanie, nous vous disons bravo. Bravo de vouloir être ces citoyens et ces citoyennes de la bonne santé pour le mieux-être de toutes et de tous. Ce soir, nous essaierons de vous aider de notre mieux en vous exposant les derniers progrès en matière de nutrition et de micronutrition. Posez-nous les questions auxquelles vous attendez réponse. Devenez de meilleurs citoyens et citoyennes encore de la bonne santé. C'est notre vœu le plus cher. Je laisse maintenant à Jean le soin de continuer. Bien, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir ici ce soir et d'être aussi nombreux. Donc je vais déjà me présenter rapidement. Mon nom sans doute vous dit quelque chose. Il n'y a pas de confusion possible. Ma mère me l'a confirmé, je suis bien son fils. Comme quoi les chiens font pas des chats. Vous imaginez bien que la nutrition, j'en ai pris au biberon. Quand mon père a écrit son premier livre sur l'alimentation dédié au grand public, j'ai été haut comme 3 pommes, je m'en souviens très très bien. Son livre était tout petit. Et actuellement, il est nettement plus épais. Je crois qu'il en est à la 7e édition. Je fais partie des co-auteurs parce que je l'ai bien aidé à relire certaines choses, à préciser certaines choses et notamment à arrêter de dire que l'huile de colza n'est pas bon parce qu'il aime pas l'huile de colza alors que l'huile de colza est un des ingrédients des aliments santé les plus importants que j'utilise énormément en consultation. Donc voilà. Alors je suis micronutritionniste puis j'ai un diplôme universitaire de micronutrition. Quand on parle de micronutrition, en réalité, on parle de nutrition, mais on a une paire de lunettes un petit peu différente de celle qu'on aurait pu avoir il y a une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'on s'attache, bien avant de faire des calculs de métabolisme de base, de calories, de choses comme ça, on s'attache à l'importance des micronutriments
essentiels, c'est-à-dire tout ce que notre organisme n'est pas en mesure de synthétiser. Donc, ce qu'on appelait à une époque, ce qu'on appelle encore les vitamines, mais tous les micronutriments essentiels, les acides gras essentiels, il y a les oméga 3, il y a les oméga 6, on n'est pas en mesure de les synthétiser, donc il faut les apporter au quotidien. Il y a les minéraux, les oligoéléments, il y a beaucoup de ces micronutriments-là, sans lesquels nos cellules ne fonctionnent pas. Donc, je reçois des personnes en consultation. Je travaille occasionnellement avec des acteurs de la restauration. C'est quelque chose de très très important. J'aurai beaucoup de plaisir à en parler un petit peu tout à l'heure. Et j'enseigne beaucoup, c'est l'une des grandes passions que j'ai, de transmettre un petit peu ces connaissances de la nutrition qui sont en plein renouvellement, en renouvellement permanent, en pleine évolution. Il y a vraiment énormément de choses qui ont changé. Si aujourd'hui on est dans la civilisation de l'information de masse, on a accès à énormément de choses. Le grand problème qui se pose face aux connaissances qu'on recherche sur la nutrition, c'est que il y a une sorte de melting pot, de magma un peu chaotique, de tohu-bohu informationnel qui fait que c'est difficile de s'y retrouver. Alors on peut avoir quelques petites boussoles, je vais essayer de vous en donner quelques-unes, mais ce qu'il y a de certain, une chose sur laquelle il y a un consensus absolument généralisé de toute la communauté scientifique, là je vous parle donc de médecine basée sur l'évidence, de choses qui sont publiées, c'est que on peut totalement dire qu'une bonne alimentation peut améliorer la santé, peut avoir un effet protecteur contre de nombreuses pathologies, et une mauvaise alimentation peut être le direct déclencheur de nombreuses pathologies. Alors, quand on regarde l'évolution des maladies qu'on avait au début du XXe siècle et les décennies avant, on peut observer une évolution très intéressante. On voit que les progrès de la médecine ont permis de diminuer considérablement l'incidence des maladies infectieuses. Il y a beaucoup moins de maladies infectieuses qu'à une époque, grâce aux vaccinations, qui ont quelque chose de bon, hein, il faut le dire, simplement il faut faire ça correctement. Grâce à l'hygiène, à l'asepsie, à l'antisepsie, etc. Faut quand même savoir qu'à une époque, il y avait énormément de problèmes infectieux dans les hôpitaux, des choses qui n'existent plus aujourd'hui parce que on a commencé par se laver les mains, puis ensuite on a mis des gants, ensuite on a désinfecté. Il y a eu tout un tas de prises de conscience qui sont quand même assez récentes. Hein. On est dans un historique qui a peut-être 150 ans, quelque chose comme ça, donc c'est récent à l'échelle de l'histoire humaine. Donc on voit une réelle diminution des pathologies infectieuses et progressivement, à partir de l'entre-deux-guerres et plus encore après la Deuxième Guerre mondiale, on assiste à une forte augmentation de pathologies métaboliques, de pathologies qu'on voyait très rarement auparavant, comme le diabète, l'hypertension, les pathologies conséquences de l'athérosclérose, donc les pathologies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus, etc. Donc toutes ces pathologies-là, dans la mesure où on les avait pas il y a quelques dizaines d'années, on a commencé à se poser des questions. Il y a des études d'épidémiologie qui ont essayé de comparer des modèles alimentaires qui ont permis d'avancer énormément sur la nutrition. Et aujourd'hui, le regard qu'on a sur la nutrition s'éclaircit un peu. Alors là où il peut éventuellement y avoir des biais, c'est quand on a des conflits d'intérêts. Bien évidemment, quand vous entendez la publicité ne va pas vous dire qu'un soda est épouvantablement mauvais pour la santé, alors que c'est le cas. Authentiquement, faut le dire. Tous les sodas, avec ou sans édulcorants, sont mauvais pour la santé. Voilà, c'est parmi les grands responsables des obésités généralisées. On a quand même 4 fois plus d'obèses qu'il y a 30 ans. Le diabète, la courbe du diabète suit de manière strictement parallèle la courbe de l'obésité, donc les causes sont communes. Hein. C'est la consommation de sucre raffiné, de soda, de jus de fruits de l'industrie, le fait de raffiner toutes les farines, les sucres, etc. À force d'avoir une alimentation très très riche en produits industriels, à force de perdre petit à petit la capacité à utiliser des matières premières pour produire une alimentation riche en micronutriments, riche en vitamines, riche en minéraux, riche en oligoéléments, on se prive, on crée des carences, on crée des états qui ne sont pas réellement pathologiques. Il n'y a pas de pathologie déclarée. Si on fait des analyses de sang, on fait des recherches diagnostiques, il n'y a pas de pathologie déclarée, il n'y a pas de diagnostic possible. Par contre, on voit que ça va pas. On dort pas bien, on n'a pas trop le moral.
voilà, on a besoin de se stimuler un petit peu, un coup avec le café, un coup avec peut-être un petit verre par-ci par-là, et puis peut-être parfois avec ce qu'on pourrait appeler un peu des doudous alimentaires qui ont bien souvent un goût sucré. Alors cette fameuse addiction au sucre qui est quand même assez fréquente, elle pose quelques problèmes. Il y a des réponses qui sont proposées parfois. Alors on a la réponse des édulcorants. Si on regarde la réponse des édulcorants, les populations qui souffrent de surpoids et d'obésité sont des grands consommateurs de produits light, de produits avec des édulcorants, et ça ne les fait pas maigrir pour autant. Ça a plutôt tendance à provoquer l'exact contraire. Donc est-ce qu'il faut absolument dissocier le sucre du goût sucré ? Probablement non. Par contre, une certitude, c'est qu'il y a certaines catégories de sucre qu'il faut essayer le plus possible d'éliminer de nos apports alimentaires du quotidien. C'est tous les glucides raffinés. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on raffine une matière première, que ce soit le sel, le sucre, les farines, quelles qu'elles soient, les céréales, quelles qu'elles soient, eh bien, on enlève les fibres, on enlève beaucoup de choses avec les fibres, on crée des choses qui dans la nature n'existent pas. Et ces aliments-là perturbent notre métabolisme. Créer des états chroniques d'hyperinsulinisme, d'hyperglycémie suivi d'hypoglycémie réactionnelle qui font que le matin on est convaincu d'avoir un petit déjeuner avec entre guillemets l'apport calorique suffisant qui nous permet théoriquement de tenir toute la matinée, et puis on se rend compte qu'avec ce gros petit déjeuner à 10h on a déjà faim, voire peut-être même avant. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va aller se prendre un petit croissant, un petit café, éventuellement avec un peu de sucre, et puis il faut se rendre compte avec une certaine honnêteté que ça nous permet pas exactement de tenir jusqu'à midi. Et pourtant, il y a quand même une certaine quantité de calories dans tout ça. Théoriquement, ça devrait nous permettre de tenir. Le fait est qu'on ne tient pas. Pourquoi ? Mais bien parce que de nouveau, la glycémie est montée trop vite. L'insuline a fait rentrer le sucre dans les cellules, et si on a fini de stocker le sucre sous forme de glycogène, eh bien on va faire du gras. Donc à force de manger du sucre, on fait du gras, et c'est important de bien souligner le fait que ce qui est responsable de l'obésité dans le monde industriel, qui est responsable des diabètes de type 2, etc., c'est les glucides raffinés, donc le pain blanc, les farines blanches, les sodas, le sucre blanc, etc. Pourquoi ? Bien parce qu'on les transforme en gras. Donc le fait de manger gras, même si ça représente beaucoup de calories, c'est pas ça qui est le premier déclencheur de l'obésité. Il y a des publications très récentes qui ont de nouveau démontré, parce que ça a déjà été démontré il y a bien longtemps, et même si c'est assez logique d'un point de vue physiologique, il faut quand même penser à démontrer les choses. On cherche de plus en plus à faire de la médecine basée sur l'évidence. Voilà, donc il faut faire un peu le tri dans les publications, parce qu'il y en a qui peuvent être financées par des groupes affiliés à l'industrie agroalimentaire, donc ils peuvent être un petit peu biaisés. Il faut surveiller ces choses-là, mais il y a des études indépendantes qui permettent de comprendre certaines choses et qui ont démontré que pour faire perdre du poids, le régime low fat, donc avec peu de graisse, n'est pas efficace, et beaucoup moins efficace en réalité que le régime avec high fat, donc beaucoup plus de graisse. Donc en réalité, c'est pas une question de calcul calorique, mais c'est une question de métabolisme. Donc quand vous mangez du gras, il y a un moment où vous allez plus tellement pouvoir arriver à le digérer, parce que c'est difficile à digérer le gras, ça demande du travail au niveau du foie, ça demande un certain travail au niveau de l'estomac, au niveau du duodénum, c'est assez compliqué, et puis c'est un générateur de satiété. Quand vous mangez quelque chose de très gras, vous aurez faim, vous allez perdre la sensation de faim assez rapidement. Même chose pour les protéines, ça fait partie des aliments satiétogènes. Alors qu'est-ce qui aujourd'hui génère toutes ces pathologies ? On a complètement changé de modèle alimentaire. Si on compare le modèle alimentaire traditionnel méditerranéen, qui a été vraiment étudié à fond dans les années 80, lors de la fameuse étude de Lyon, c'est un cas à part dans les annales de la science, puisque c'est la première fois dans toute l'histoire des publications scientifiques qu'il y a un modèle alimentaire qui a été étudié à fond et sur lequel on a beaucoup de recul. Le modèle alimentaire méditerranéen, vous noterez bien que je ne parle pas de régime, je parle de modèle alimentaire, d'accord ? Pas de régime hypocalorique ou autre, non, modèle alimentaire de type méditerranéen. Il a été étudié à fond, c'est un modèle alimentaire qui est très riche en végétaux, qui est très riche en graisses
polyinsaturés, il y a des sources d'oméga 3, il y a des sources d'oméga 9, il y a des sources de polyphénol, il y a beaucoup de vitamines, il y a du poisson assez souvent, mais pas que, donc il y a beaucoup d'oméga 3 aussi d'origine marine. Et puis surtout, ce qu'on note, c'est qu'il y a une très très grande quantité de végétaux. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, on aurait plutôt tendance à être sur une grande majorité de produits d'origine animale, entre les laitages, les viandes et corollaires, alors que notre intestin a besoin de beaucoup de végétaux pour fonctionner correctement. Quand on fait un petit peu de statistiques, on se rend compte que les habitudes alimentaires sont orientées vers 80% de produits d'origine animale, 70-80% d'origine animale, et le reste d'origine végétale, alors qu'il faudrait faire l'exact inverse. Quand on entend à la fin des publicités le fameux conseil pour votre santé, manger 5 fruits et légumes par jour, il faut le comprendre dans le bon sens. 5 fruits et légumes, pas 5 fruits ou légumes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc refaites le calcul, comptez les fruits et les légumes que vous avez consommés dans la journée, et vous allez rapidement voir que la plupart d'entre nous ici, je m'inclus dedans parce que c'est pas forcément simple quand on est en déplacement, mais la plupart d'entre nous ici sont en dessous. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire avoir un minimum de 5 fruits ou légumes et si possible un total de 10? Eh bien, ça veut dire apporter beaucoup de ces fameuses vitamines qu'on ne trouvera pas ailleurs. La vitamine C, la vitamine A, les vitamines du groupe B, le potassium, le magnésium, tous ces minéraux qui régulent le système nerveux, qui font baisser la tension artérielle, etc. On les trouve essentiellement dans les végétaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger des produits animaux. Je suis pas spécialement branché sur le régime, sur les régimes véganes, végétaliens ou autres, dans la mesure où c'est pas parce qu'on mange un animal qu'on doit se permettre de ne pas le respecter, bien au contraire. Mais il faut que les sources animales laissent plus de place au végétal. On a besoin de ces micronutriments qu'on ne trouvera pas dans le règne animal et vice versa. La vitamine B12 dans le règne végétal, elle n'existe pas. Donc si on mange pas du tout de source animale, que ce soit de l'œuf, un petit peu de fromage de qualité, ou un petit peu de poulet, ou un petit peu de poisson, etc., on risque d'être en carence de vitamine B12 et pas que. Donc il faut avoir un modèle alimentaire qui soit omnivore, mais qui ait un équilibre plus orienté vers une tendance végétarienne. C'est quelque chose de très très important. Ça permet d'apporter des fibres qui vont ralentir l'assimilation des sucres, donc on va baisser l'index glycémique global de l'alimentation, on va améliorer le métabolisme et bien sûr, très très important, ne surtout pas bannir les graisses de l'alimentation. C'est quelque chose de très 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 important. Pour tout vous dire, quand je reçois des personnes qui viennent me voir pour perdre du poids, même si c'est pas absolument pas ma spécialité, je sais faire, je commence par leur expliquer que il y a une chose à laquelle je tiens, c'est qu'ils ne soient pas dans une situation de frustration. Parce que ça génère des pulsions de compensation et c'est très très difficile à gérer. Donc première chose, pas générer de frustration, mais plutôt chercher à faire des découvertes. Quand un jour un jeune ostéopathe m'a dit mais vous êtes en train de parler de la junk food, des fast-food, etc. Vous dites que ça n'a pas de goût. Je maintiens, tout ce qu'on va trouver dans les fast-food, ça n'a pas de goût. Il m'a dit mais tu peux pas me dire que ça n'a pas de goût. J'ai dit pourquoi tu trouves que ça a du goût toi? Oui, bien sûr, ça a des goûts. Enfin il y a franchement du goût. J'ai dit c'est triste parce que ça veut dire que tu as un panel de goût, un panel culturel de goût qui est extrêmement réduit. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est parti dans une cuisine, je lui ai cuisiné des choses très très simples, j'ai dû passer peut-être 10 minutes à préparer nos assiettes, avec un peu de poisson, avec des légumes d'été, des carottes, des poivrons, un petit peu d'oignons, des choses comme ça, un petit peu de jus de citron, un petit peu de riz. Elle a dit waouh, c'est bon. Dit, là il y a des goûts, là il y a des mariages de goûts. On était sur des produits frais, en plus on avait la chance de bénéficier de produits locaux, donc on était sur quelque chose de très goûtu, très savoureux. Et bien c'est très important d'accorder toute sa place au plaisir dans l'alimentation, parce que c'est l'une des choses qui peut nous apporter, je dirais, des petits bonheurs du quotidien. Donc on doit développer une véritable gastronomie de la santé, mais bien évidemment, la gastronomie santé, c'est pas des plats réchauffés au micro-ondes. C'est pas des plats décongelés, c'est pas des plats tout prêts que on va mettre au four, ressortir de la barquette et manger en 5 minutes. Non, ça nous demandera un petit effort.
pas forcément un gros effort. On n'est pas obligé de faire comme Paul Bocuse tous les jours. Il faut d'abord se faire à manger de manière équilibrée, avoir dans l'assiette du midi, par exemple, on commençait par une petite crudité, ensuite du poisson, 2 portions de légumes, une petite portion de féculents, un fruit au dessert si on veut le manger au dessert, et le tour est joué. On a un repas qui va être suffisant pour le reste de la journée, qui va apporter 1, 2, 3 portions de légumes et corollaires, une portion de fruits. On a déjà fait une bonne partie du travail. Donc équilibrer un repas, ça doit se faire de manière simple, très simple. Il faudra rajouter à ça bien sûr tous les condiments qui sont très intéressants. Alors on a les aliacés, l'ail, l'oignon, l'échalote, etc., qui sont très intéressants pour éloigner pas que les vampires, hein, mais les champignons, assainir la flore intestinale. Voilà, ça peut aussi éloigner les importuns parfois. Mais c'est des aliments qui ont du goût et qui apportent vraiment beaucoup de choses intéressantes pour la santé. Donc il faut se rediriger vers un modèle alimentaire réellement traditionnel. Alors je vous donne des exemples qui sont méditerranéens. J'ai bien conscience, j'ai du mal à avoir conscience que je suis dans l'hémisphère sud. Je suis un petit peu décalé, encore que ça va, hein. Je suis tellement bien accueilli que ça se passe plutôt bien. Mais ici, c'est vrai qu'on est allé faire un tour sur le marché hier matin. J'étais surpris parce que j'entendais beaucoup de gens me dire ici il y a rien, en produits locaux il y a rien du tout, tout vient de l'export. En fait, j'ai vu beaucoup de choses qui étaient produites localement. Alors, est-ce que c'est produit selon des critères de qualité acceptables avec moins de pesticides? Apparemment, ça fait partie des choses qui sont compliquées à gérer ici. Maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je vais citer un grand nutritionniste d'origine italienne qui s'appelait Michel Colucci. Ça vous dit quelque chose? Un jour, il avait dit, bon, nutritionniste, c'était la blague, un jour il a dit, à propos d'autre chose, et dire qu'il suffirait que les gens ne l'achètent plus pour que ça se vende pas. Le consommateur a un pouvoir très important. Il a le pouvoir de choisir. La difficulté, c'est qu'il ne sait pas comment choisir. Donc le rôle du nutritionniste, c'est d'essayer de lui donner des clés de lecture, d'essayer de comprendre comment choisir. D'accord ? Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais à partir du moment où on a identifié un produit qui est mauvais parce qu'on a pris 30 secondes pour regarder l'étiquette, on sait que celui-là, on ne le prendra pas. À partir du moment où on sait qu'un produit n'est pas de saison, qu'il n'a pas été cultivé de manière traditionnelle, mais qu'il a poussé en serre, qu'il n'a pas vu la lumière du jour, etc., ça fait partie des produits qu'on devrait essayer d'éviter. Même s'il a un label bio. C'est pas une question de bio. Une question de culture correcte, la plus proche, je dirais, du naturel possible, parce que c'est ces aliments-là qui contiennent le plus de ces micronutriments. Donc on a la possibilité de choisir à partir du moment où on va arrêter de choisir certains aliments comme les sodas, comme les laitages industriels, comme les sucres raffinés, comme les farines raffinées, etc. Même au fond des supermarchés, ils vont être obligés de changer ce qu'ils vont mettre dans les rayons. Faut y réfléchir à ça. Alors, quand on a des enfants en bas âge à la maison, comme c'est mon cas, on doit essayer de leur montrer un petit peu l'exemple, essayer de leur faire découvrir des choses. Alors, le problème avec les enfants, c'est que quand ils voient un truc nouveau, la première chose qu'ils disent, c'est « j'aime pas ». Donc, de deux choses une, soit on trouve le moyen de le planquer dans un plat, soit on lui dit « non, d'abord tu goûtes, et puis après ça, tu me diras si tu aimes ou pas ». Et la plupart du temps, ils aiment. Donc... voilà, alors pour peu que, quand c'est des végétaux, comme par exemple le brocoli, le problème c'est qu'on les fait souvent beaucoup trop cuire et qu'ils deviennent un petit peu soufrés, un petit peu amers. Faut les cuire moins, on cuit trop longtemps, hein. Il faut cuire avec des cuissons vapeur. Il faut garder les choses très croquantes, très colorées. Ça permet de conserver davantage de micronutriments, donc ça veut dire que ce sera pas au micro-ondes, ce sera pas au four à 180 pendant 3 heures, ce sera pas mijoté pendant des heures. Ça va être des cuissons très simples, très rapides. Ça peut être des cuissons de type asiatique à la vapeur ou au wok. La cuisson au wok, la vraie cuisson au wok, c'est une température qui est élevée, on agite beaucoup, mais on laisse pas cuire longtemps. C'est très chaud à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pratiquement cru. Donc, ça va demander de mastiquer pour assimiler, etc. Donc, c'est des contraintes qui sont en réalité très, très positives pour le système digestif. Quand on mastique, on stimule positivement la physiologie digestive. Donc, c'est très, très important de changer petit à petit notre approche de la préparation des repas, de se simplifier la vie, mais surtout de garder des fruits et des légumes en partie crus et le reste, quand on les cuit, peu cuit. Quand on cuit peu des légumes comme les carottes, comme les brocolis, etc., on fait ressortir un petit peu leur saveur douce, sucrée, un petit peu de fructose. Le fructose, c'est un glucide à index glycémique plutôt bas, hein, donc qui ne nous rendra pas diabétiques,
Je parle pas du fructose extrait de la poudre en poudre qu'on utilise pour sucrer. Je parle pas de ça. Ça pour moi, ça m'intéresse pas. Il y a même des études qui démontrent que c'est plutôt dangereux d'en consommer trop. Je parle du fructose qui est présent dans les fruits, avec les fibres, etc. Il apporte un goût sucré, doux. Quand vous faites peu cuire les brocolis, c'est doux. Quand vous faites peu cuire les carottes, c'est très doux. Donc, si vous dépassez un stade de cuisson, la douceur va disparaître et progressivement, c'est plutôt l'amertume qui va ressortir. Donc, si on réduit les températures de cuisson, si on réduit les temps de cuisson, si on réadapte notre manière de cuisiner, on va changer nos apports en micronutriments, mais aussi on va redécouvrir les saveurs. Alors ces saveurs, on va les redécouvrir à travers des panels de fruits et de légumes les plus locaux possibles. C'est là qu'il faut essayer d'utiliser le plus possible des circuits courts, si possible des agricultures qui utilisent peu ou pas de pesticides, donc se diriger plutôt vers le raisonné que le conventionnel, ou plutôt vers le vrai biologique que le raisonné, etc. Il y a des choix à faire qui vont évoluer progressivement, et à chaque fois que vous choisirez plutôt les fruits et les légumes du voisin d'à côté qui travaille en permaculture, par exemple, qui a besoin d'aucun pesticide, d'aucun engrais, plus vous pousserez les autres agriculteurs à fonctionner de cette manière-là. Donc c'est à nous d'agir, chacun à son niveau, mais c'est à nous d'agir pour faire en sorte que les tout premiers acteurs de santé, c'est-à-dire les agriculteurs, donc je répète, les tout premiers acteurs de santé, c'est-à-dire les agriculteurs, changent leur manière de travailler pour nous apporter ce dont nous avons réellement besoin. Donc, à l'échelle domestique, le premier acte de santé, c'est ce choix qu'on va faire quand on va aller faire nos courses, c'est la manière qu'on aura de choisir nos matières premières. Je parle bien de matières premières, pas de plats déjà tout préparés. Donc, on a un pouvoir qu'il faut surtout pas sous-estimer. Il faut avoir un petit peu de constance. Ça va pas se faire en 2-3 jours, mais si toutes les personnes qui sont ici évitent, ne serait-ce que pendant un mois, d'acheter quelques sodas que ce soit, ce serait mieux que ça dure plus longtemps. Vous allez voir que ça va perturber les supermarchés. Hein. Là, apparemment, vous êtes, je crois, 400, 500, quelque chose comme ça. S'il y a 500 personnes qui arrêtent complètement ad vitam aeternam d'acheter quelques sodas que ce soit, il y a du monde que ça va perturber. Ils vont peut-être penser à essayer de vous vendre autre chose, parce qu'il faut qu'ils gagnent leur vie aussi, c'est légitime. Donc, il y a des choses à mettre en place. Donc, ces choix, on peut les poser. Donc, premier acte de santé, et là, c'est très important parce que chacun d'entre nous est le premier acteur de sa propre santé quand il va faire les courses. Je fais des courses, je remplis mes paniers d'abord avec des fruits, des légumes, des graines oléagineuses, donc les noix, les noisettes, les amandes, les oléagineux qui poussent ici, des huiles, très importantes. Les huiles, c'est des graisses polyinsaturées, elles sont vitales. Il y a une époque, encore maintenant, il y a quelques retardataires qui cherchent à diminuer l'apport calorique en réduisant la quantité de graisse dans l'alimentation. C'est absolument pas comme ça qu'il faut faire, parce que si vous supprimez les graisses de l'alimentation, vous allez les synthétiser à partir des sucres, et c'est pas des bonnes graisses qu'on va faire. Donc il vaut mieux manger gras, manger mieux gras, manger des bonnes graisses, donc manger avec de l'huile d'olive, de l'huile de colza, des noix, pourquoi pas de l'huile de noix, de l'huile de cameline, des huiles qui contiennent beaucoup d'oméga 3, en particulier parce qu'on est très carencé en oméga 3. Faut pas vilipender pour autant les oméga 6, faut trouver un équilibre entre les deux. Manger de la mayonnaise, ça c'est un vrai aliment santé, mais je parle de la mayonnaise faite maison. Pourquoi ? Parce que dans le jaune d'œuf, vous avez des lécithines, des phospholipides, vous avez des antioxydants, vous avez des acides aminés soufrés, vous avez des choses extraordinaires, et puis vous avez aussi un petit peu de cholestérol. C'est bon le cholestérol. Si vous n'avez pas de cholestérol, vous n'aurez pas d'hormones stéroïdes, vous n'aurez pas de désir, vous n'aurez pas de sexualité, vous n'aurez pas de reproduction, vous n'aurez pas d'enfants. Vous n'aurez pas de transmission des signaux entre les cellules, vous n'aurez pas de cortisol, vous n'aurez pas d'anti-inflammatoires endogènes. Il y a plein de choses qui sont dépendantes du cholestérol. Donc le problème qui se pose quand on a la grille de lecture traditionnelle et qu'on cherche absolument à supprimer les lipides, c'est qu'on est obligé de réduire en permanence l'apport calorique parce que l'organisme, quand on le prive d'un certain apport calorique, il baisse son métabolisme de base, il se met en mode économie. Donc dès que vous recommencez à manger comme avant, vous allez prendre du poids plus rapidement et vous résistez à l'amincissement. Donc c'est pas la réduction de l'apport calorique qui est importante, c'est la redistribution de l'apport calorique. Alors c'est sûr que si vous commencez à manger 8000 kilocalories par jour, comme le faisait Elvis Presley, mais pas sous forme d'huile de colza, ou c'est pas ça qu'il mangeait, c'est sûr que vous allez prendre du poids, mais on ne doit pas en arriver là. Normalement,
devrait arriver à redistribuer l'apport calorique en augmentant la part de graisse, en diminuant la part de féculents, de glucides raffinés, mangez moins de pain, mangez moins de pâtes, moins de riz blanc, faites moins cuire le riz blanc et mangez plus de légumes, assaisonnés abondamment, avec de l'huile de colza, de l'huile d'olive, mettez des graines. C'est important de manger des graines, ça apporte beaucoup de choses. Il y a des publications extraordinaires qui ont démontré que les grands consommateurs d'oléagineux avaient moins de pathologies cardiovasculaires. Les noix, les noisettes, les amandes. Donc ça, c'est de la vraie nutrition santé, c'est de la vraie gastronomie santé. C'est des choses intéressantes. Donc, une alimentation qui est triste, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de goût, il n'y a que la mer, le sucré, le salé, il y a des goûts très primitifs. C'est pas super intéressant. Par contre, si on décide de changer de modèle alimentaire, on court un risque majeur, le risque de faire des belles découvertes, de découvrir de nouveaux goûts. Voilà, alors il y a toute une série de modèles alimentaires qui ont été comparés au modèle méditerranéen. Alors on parle beaucoup de régime paléo, de régime d'Okinawa, etc. Ce qui est très intéressant, là je vous renvoie à l'excellent livre du professeur Michel Delorgeril, l'un des deux grands scientifiques qui avait mené l'étude de Lyon dans les années 80, donc qui a écrit en 2013 un livre qui s'appelle Le nouveau régime méditerranéen, je crois, il me semble, ou régime méditerranéen modernisé. C'est un très très bon livre et il parle des différents modèles alimentaires qui représentent des apports très proches du régime de type méditerranéen. Il y a notamment le modèle alimentaire traditionnel d'Okinawa, qui est pas typiquement japonais, mais qui est issu de la Chine en réalité. Alors c'est très très intéressant la situation de l'île d'Okinawa, parce que Okinawa, comme la plupart d'entre vous le savent, a été envahi par les Américains pour les raisons que vous savez en 1945. Il y a toute une partie de la population qui a suivi le modèle alimentaire américain qui a été importé, et puis il y a une autre partie de la population, minoritaire malheureusement, qui est restée sur le modèle traditionnel Okinawa. Donc en fait on a la même population sur le plan génétique et on a des comportements alimentaires tout à fait différents. C'est très intéressant parce qu'on voit le registre des pathologies qui apparaît avec un modèle alimentaire et qui n'apparaît pas dans l'autre. Donc en fait, quand on est dans le modèle alimentaire traditionnel d'Okinawa, eh bien on a beaucoup de centenaires, on a une très grande longévité, avec une diminution de la qualité de vie qui est de l'ordre de moins, je me souviens plus exactement, je crois moins de 5 ans avant le décès. Ça veut dire que vous avez des personnes qui vont décéder à 110 ans, mais à 105 ans, ils étaient en train encore de biner leur jardin, quoi. 105 ans, c'est pas tout jeune. Bon, à 105 ans, ils ont encore une qualité de vie qui est extraordinaire. Ils se lèvent le matin relativement tôt. Ils ont l'art de ne pas trop manger, de mastiquer longuement leurs aliments. Ils mangent énormément de végétaux, du poisson, mais pas que. Alors il y a pas de laitage, il y a très peu de céréales, il y a du soja, mais c'est pas le même soja que celui qu'on mange en Europe. Il y a des tas de choses intéressantes à avoir là-dedans, mais ils se privent absolument pas de graisse. Ils mangent même un petit peu de friture d'ailleurs, à l'occasion. Donc manger un petit peu de friture cuisinée correctement, c'est pas ça qui est dangereux. C'est quand on mange de la friture tous les jours. Voilà, et puis ils consomment un tout petit peu d'alcool, très très peu. Alors, est-ce que l'alcool est dangereux pour la santé ? Comme disait Paracels il y a 400-500 ans, c'est la dose qui fait le poison. Alors, l'alcool, on n'a pas besoin d'aller très très loin en dosage pour que ce soit un poison. Donc, si on est sur l'équivalent pour un adulte d'un verre de vin rouge, voire de verres de vin rouge, attention à la taille du verre, hein, je parle du verre à vin, voilà, par jour au milieu du repas et qu'on n'en boit pas tous les jours, qu'on a des périodes, je dirais, sans parler d'abstinence ou des périodes où on n'a pas besoin de boire de l'alcool, donc pour être certain de ne pas rentrer dans une dépendance, normalement c'est plutôt bénéfique pour la santé. Là j'ai parlé du vin rouge parce qu'il contient les fameux polyphénols. Et pour ceux qui n'aiment pas le vin rouge, les fameux polyphénols vous les trouverez dans le raisin noir, hein. On n'est pas obligé de le faire fermenter pour en retirer les bénéfices. Voilà. Donc il y a des choses que vous aurez dans le vin rouge que vous n'aurez pas dans le raisin noir et vice versa, mais toutes ces choses-là viennent des végétaux. Donc il faut être attentif à nos habitudes alimentaires sans pour autant générer des frustrations, mais plutôt chercher à rééquilibrer dans le bon sens. Donc manger mieux gras, manger plus de fruits, plus de légumes,
Alors un total de 5 et 5, et si vous êtes à 0 par jour, ne passez pas à 10 tous les jours parce que votre intestin va pas être très très content. Il faudra s'y mettre très très progressivement, tout doucement, surtout si vous avez des problèmes de côlon et que vous êtes régulièrement chez le gastro-entérologue. Donc là, il va falloir être extrêmement prudent. Ce serait souhaitable de se faire accompagner par un professionnel de santé dans ce genre de conditions-là, mais augmentez progressivement, si vous n'y êtes pas, votre apport en végétaux, parce que vous allez vous sentir mieux assez rapidement, en l'espace de quelques jours à quelques semaines, mais pas forcément, c'est pas forcément une question de mois, on commence déjà à sentir les bénéfices d'un changement alimentaire. Après ça, il faut tenir sur la longueur, donc c'est important de changer très progressivement. Une chose importante, quand je vois des personnes en consultation qui ont un modèle alimentaire très très déséquilibré, faut être toujours très à l'écoute, très prudent, et toujours considérer que quand on touche à l'alimentation de quelqu'un, on touche à son intimité. Quand on touche au doudou alimentaire, plus encore. Donc aller dire faut pas manger ci, faut pas manger ça, mais vous êtes irresponsable, etc., c'est vraiment pas une attitude positive. Au contraire, bien souvent les gens ont un modèle alimentaire qui est déséquilibré parce qu'ils ont reçu les mauvaises informations, en particulier par l'intermédiaire de la publicité. D'une manière générale, la plupart des messages publicitaires sont là pour vendre des choses qui sont pas forcément, qui sont la plupart du temps pas très très bonnes pour la santé. Voilà. Donc on a besoin de faire le tri et de bien comprendre les choses dans le bon sens. Quand à la fin d'une publicité pour un jus de fruits industriel, une compote ou des haricots en boîte, vous avez pour votre santé mangé 5 fruits et légumes par jour, ça arrange bien le groupe qui doit vendre ces haricots en boîte, mais la réalité c'est que les haricots en boîte et les haricots frais, ça n'est pas du tout la même chose. Celui qui vous dit que c'est la même chose, il vous dit n'importe quoi. Soit il le sait pas, soit c'est un menteur, d'une manière ou d'une autre. Parce que les haricots en boîte, ils ont été pré-cuits pour des raisons bactériennes, ils ont été mis en boîte. Dans la boîte, parfois, il y a beaucoup moins de conservateurs qu'à une autre époque, mais il y a des choses qui sont pas totalement souhaitables pour notre organisme. Et puis surtout, le fait de les avoir cuits et d'être dans des longues durées de conservation, eh bien forcément, vous avez une forte diminution de l'apport en micronutriments dedans. Il reste plus grand-chose. D'accord ? Oui. Alors, c'est moins pire, les légumes surgelés. Merci de poser la question. Je vous laisserai de l'espace pour les questions parce que je pense que vous en aurez beaucoup, mais la surgélation, c'est largement moins pire parce que normalement, c'est des légumes qui sont cueillis dans des conditions correctes, donc qui à l'origine contiennent des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Le fait de les congeler, c'est un mode de conservation qui est acceptable parce qu'il n'y a pas trop de dégradation. Il y a des pertes, certes, mais il n'y a pas trop de dégradation. Ceci dit, si quand vous les sortez du congélateur, vous les mettez au micro-ondes, vous n'avez pas tout à fait écouté ce que j'ai dit au début. Voilà, le micro-ondes n'est pas un mode de cuisson qui conserve les micronutriments, c'est absolument pas vrai. J'avais trouvé une publication de 2014 qui regardait la vitamine B12 après 1 minute au micro-ondes, il y en a plus. Et la vitamine B12 est très résistante. La preuve, quand vous faites des grillades, il en reste encore dans la viande. Donc. Donc il y a des prises de conscience, j'essaie de vous mettre la puce à l'oreille sur des petites choses, et ces prises de conscience doivent nous pousser à chercher à remettre en valeur l'agriculture la plus locale possible. Ici vous avez une grande chance, c'est que vous avez accès à des fruits que l'Europe entière vous envie. Le fruit de la passion, les mangues, les papayes, la noix de coco fraîche, j'en ai jamais mangé. J'ai pas eu le temps là depuis que je suis arrivé. J'ai eu un gros programme, j'ai eu pas mal de formations à donner, mais la papaye j'ai goûté, c'est extraordinaire. La papaye fraîche de son jardin, c'est magique, c'est extraordinaire. Alors, à la limite, j'aurais même pas besoin de mettre quoi que ce soit en plus. C'est vraiment le goût nature de la papaye, c'est extraordinaire. Il y a certainement encore d'autres merveilles à connaître. Mais derrière ces fruits-là, qui sont connus dans le monde entier, à tel point qu'on essaie de les reproduire avec des goûts artificiels, jusque dans les yaourts avec lesquels on essaie de bousiller nos écosystèmes intestinaux. Il y a aussi d'autres choses qui sont un peu oubliées. Il y a toute une agriculture traditionnelle kanak qui a certainement été perdue, qu'il faudrait essayer de faire revenir au goût du jour, parce que les Kanaks ont occupé, je crois, l'île, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais je crois il y a 3000, 5000 ans.
Ça fait longtemps quand même. Donc ils ont vécu pendant tout ce temps-là avec un parfait équilibre alimentaire entre le poisson, les végétaux, les légumes, etc. Et il y a fort à parier que le modèle traditionnel kanak avait été largement basé sur des oléagineux qu'ils trouvaient, de la cueillette, et puis des feuilles, des aromates, des choses comme ça, dont on a un petit peu perdu la notion. Donc ce serait particulièrement intéressant d'essayer de remettre en valeur ces choses-là, d'aller les redécouvrir et d'essayer de promouvoir une agriculture de ce type-là qui relance ces produits-là. Parce que à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on est en train de revenir vers les espèces endémiques, vers ce qu'on appellerait une sorte de phytosociologie locale. Donc les espèces endémiques, celles qui sont acclimatées. Donc on sait parfaitement qu'elles poussent bien, qu'elles ont poussé pendant des millénaires sans avoir besoin de Monsanto, de pesticides, d'engrais ou de quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de redécouvrir, de remettre en valeur, de remettre au goût du jour, et peut-être que, je l'espère en tout cas, il y aura des chefs cuisiniers qui apprendront ces choses-là, qui vont pouvoir créer des restaurants avec ce type de gastronomie. Ce serait vraiment super intéressant de redécouvrir ces choses-là. On pourrait peut-être aussi donc déclencher une dynamique qui pousserait à étudier un peu plus profondément toute la pharmacopée traditionnelle locale. Il y a énormément de choses à découvrir dans le règne végétal. Donc ces choses-là, si on pouvait y revenir, ce serait certainement tout à fait bénéfique pour la santé de tous. Parce qu'on a tous Kanak, asiatiques, européens, caucasiens, africains, on a tous un foie, un pancréas, un cerveau, on fonctionne tous à peu près pareil, il n'y a pas de grande différence. Il y a des variations inter-individuelles sur le quotient intellectuel, le métabolisme de base et compagnie, mais ça va pas très loin, donc on est tous à peu près les mêmes. Donc on a besoin tous d'avoir un modèle alimentaire qui nous apporte tous ces micronutriments fondamentaux. Il y a très très peu d'animaux qui sont capables de vivre sans vitamine C. Je crois que le rat est capable de la synthétiser. Nous, c'est pas encore fait. Donc si vous ne l'apportez pas au quotidien, avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et si en plus de ça vous la surconsommez parce que vous fumez, parce que vous avez besoin de beaucoup de médicaments pour votre santé, parce que vous êtes stressé, parce que vous êtes exposé à des pollutions, etc., il vous faudra beaucoup en rajouter. Donc ça va être très important de réfléchir à toutes ces choses-là, d'essayer de revenir à ces tendances très riches en végétaux, réintroduire les légumineuses qui étaient tout de même la première source de protéines au début du XXe siècle en Europe. Les légumineuses, donc j'entends par là les pois chiches, les lentilles, les haricots, le soja en fait partie. Maintenant, le soja OGM, bien sûr, n'est pas recommandable comme tous les OGM. Voilà, donc il faut réintroduire ces choses-là. C'est des protéines végétales qui sont très bien assimilées, qui sont bien digérées pour peu qu'on réapprenne à les cuisiner. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a essayé de les remettre un petit peu en valeur. Pour l'instant, c'est pas très très réussi, mais je sais pas, certains d'entre vous le savent peut-être. L'année 2016 a été déclarée l'année mondiale des légumineuses. Donc, dépensez moins pour les sodas et allez acheter des légumineuses. Voilà. Par contre, pensez à bien les faire tremper, je dirais au moins une nuit, voire un peu plus, éventuellement à les faire germer. Vous les cuisez, vous les gardez très croquants. Vous pouvez les intégrer dans des salades, faire du houmous avec du citron, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'ail, etc. Vous pourrez pas me dire que ça n'a pas de goût, ça. C'est vraiment très savoureux, très très savoureux. Donc, il y a une prise de conscience que j'essaie de vous proposer, j'essaie de vous mettre la puce à l'oreille sur toutes ces choses-là, sans trop rentrer dans les détails. Faut que je me retienne un peu parce que c'est toujours très tentant. Et j'aime autant vous laisser un petit peu la parole, essayer de répondre à vos questions, en essayant peut-être de donner la parole un petit peu à tout le monde, d'essayer d'avoir des questions les plus courtes possibles. Donc maintenant, ça va être à vous de m'aider à vous apporter des informations utiles. Merci de votre attention. Alors, nous avons deux micros. Alors, soit vous parlez très fort pour que tout le monde vous entende. Sinon, ce serait mieux qu'on ait le micro, comme ça tout le monde entendrait la question. Il y en avait une par là devant. Moi, personnellement, oui. Tout à fait. Tout à fait.
Alors, on m'a demandé, la question c'est, est-ce que vous bannissez complètement Excusez-moi, le sur micro-ondes? les escaliers, merci voilà. Oui, on a besoin d'un petit passage pour faire passer le micro. Merci. Sinon, on le fait passer... Donc, je vais déjà répéter la question. On m'a demandé si je bannissais complètement le micro-ondes. Ma réponse est oui, tout à fait. J'aime beaucoup cuisiner. Pour moi, je conçois pas de cuisiner au micro-ondes. Ça me fait pas gagner du temps, hein, ça ne me ferait pas gagner du temps pour cuisiner au micro-ondes. Quand je fais à manger, là, je parle pas de faire un repas gastronomique quand je reçois du monde à la maison. Là, je passe un petit peu plus de temps. Mais quand je fais à manger au quotidien, en général, la préparation du repas me prend à peu près un quart d'heure, 20 minutes maximum. Même pour réchauffer. Ouais, j'en ai pas, donc voilà. Alors il vaut mieux réchauffer que cuisiner, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va abîmer les vitamines. C'est une réalité, hein, bien sûr, tout à fait. Donc on dénature les aliments. Même pour ça dénature les aliments. Si on réchauffe, je sais pas moi, le chocolat au lait du petit dernier ou sa tasse de thé le matin, c'est nocif. Alors l'eau, ce sera moins nocif parce que l'eau contient beaucoup moins de choses. Maintenant, le lait, on va certainement le dénaturer. Faites le test, hein. Goûtez le lait réchauffé à la casserole et goûtez le lait passé au micro-ondes. Vous verrez qu'il y a une différence assez nette, ouais, bien sûr. Voilà. Il y a une étude qui avait été réalisée dans les années 80 dans un laboratoire de chirurgie expérimentale. Donc ils avaient testé sur des rongeurs atteints de cancer. Ils avaient testé différents modes de cuisson. Ils avaient testé le micro-ondes, la cocotte minute et la cuisson vapeur à pression atmosphérique. Donc un appareil similaire aux appareils de cuisson vapeur qu'on trouve aujourd'hui. Donc on a la cuve avec de l'eau, un tamis et puis un couvercle. Voilà. Ils avaient comparé les trois. Les rats qui mouraient en premier, c'était ceux qui mangeaient avec le micro-ondes. Les suivants qui les suivaient de près, c'est ceux qui mangeaient tout cuit à la cocotte minute. Ils mangeaient la même chose, les mêmes quantités, mais il y avait des méthodes de cuisson différentes. Et les rats qui consommaient donc une alimentation cuite à la vapeur, il y en a certains qui guérissaient, il y en a d'autres qui mouraient, mais qui mouraient beaucoup plus tard. Donc voilà. Alors c'est une étude qui est voilà, il y a des biais, elle est absolument pas parfaite, mais c'est déjà assez révélateur de l'importance de la cuisson. Quand on dépasse une certaine température et une certaine durée de cuisson, de toute façon, on détruit les micronutriments. Hein. Les vitamines en particulier, les minéraux sont beaucoup moins pénalisés, mais les vitamines en particulier, elles ont une durée de vie limitée. Donc on pourrait carrément parler d'une alimentation vivante. Hein. Elles ont une durée de vie limitée. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, à force d'être en contact avec l'air libre, elles finissent par s'oxyder, etc. C'est des molécules qui sont là pour nous protéger contre des choses qui ont lieu absolument de manière permanente. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important quand on achète des fruits et des légumes d'utiliser le plus possible des matières premières fraîches de saison. C'est celles qui contiendront le plus de micronutriments, c'est certain. Une question. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Pour les sportifs, vous conseillez tout à l'heure de réduire les féculents. Et pour les sportifs, du coup, comment on fait ? Alors, ça tombe bien, je m'occupe pas mal de sportifs, en particulier dans l'endurance et l'ultra-endurance. Je réduis pas spécialement les féculents, je garde des portions de féculents normales. Il faut pas oublier que l'organisme est capable de produire de l'énergie à partir des glucides, des lipides et des protéines. Sans aucun problème. Par contre, une réalité intéressante, c'est que les glucides, c'est une sorte de carburant de l'urgence. C'est-à-dire que, pour sortir un petit peu de jargon, on arrive à soutenir un effort à plus haute intensité, à un pourcentage plus élevé de la puissance maximale aérobie, quand on oxyde des glucides. Donc c'est intéressant d'avoir des apports de glucides. Simplement, c'est pas plus j'en mange, plus j'en assimile. Et plus j'en stocke. Une fois que vous aurez stocké 300, 400, 450 grammes de glycogène, tout le reste, vous allez faire du gras. Donc, c'est intéressant de réguler un petit peu différemment les apports de féculents et de consommer plutôt des féculents à index glycémique lent, comme les légumineuses, comme les pommes de terre, etc. Les pasta parties, c'était la mode, c'est encore un petit peu la mode malheureusement, mais c'était la mode dans les années 60. Maintenant, on se rend compte que les pâtes sont très très loin d'être des glucides les plus intéressant pour les sportifs. Il y en a beaucoup qui, à force de manger des pâtes, ont fini par... alors ils disent intolérant au gluten, c'est rarement réellement le cas. L'intolérance au gluten, c'est un cas un peu particulier, mais ils en mangent tellement qu'au bout d'un moment, ils peuvent plus le supporter. Donc il faut varier les sources de féculents. Et il y en a d'autres comme la pomme de terre,
comme les riz plutôt index glycémique bas, semi-complet ou complet, la patate douce effectivement, etc. Il y en a, voilà, vous avez pas mal de tubercules aussi intéressants. Ils contiennent beaucoup de choses en plus. Ils contiennent des oligo-éléments, des minéraux, etc. C'est des légumes racines qui sont dans le sol, donc ils extraient beaucoup de choses dans le sol, qui sont très intéressantes pour le sportif. Les sportifs, quand ils ont des forts volumes d'entraînement, ils surconsomment beaucoup de micronutriments. Donc c'est pas une exclusion des féculents, c'est une utilisation raisonnée, c'est-à-dire que dans votre assiette vous avez une portion. Voilà, c'est quoi à peu près pour vous? Alors c'est à peu près une centaine de grammes, grosso modo, 100 à 120 grammes en fonction des gabarits. La notion de portion est assez subjective, mais cette subjectivité est pas spécialement gênante. Oui, parce que on a tous un métabolisme différent, exactement. On grille des calories différemment. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis on a un appétit différent, une manière de manger différente. Donc ce qu'il faut, c'est regarder la composition de l'assiette et puis on fait par portion. Vous avez la portion de source de protéines, la portion de féculents et 2 portions de légumes. Voilà, à peu près une centaine de grammes, grosso modo. D'accord. Après, de toute façon, vous dites c'est stocké en gras, voilà. Ah ben au-delà de ces quelques centaines de grammes de glycogène, on fait que du gras, on fait des triglycérides. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Et le protéine, pour vous, l'apport par assiette pour un sportif, par exemple? Ça dépend grammes. Du sport. Là, c'est un petit peu plus complet. C'est un petit peu plus complexe. La préparation physique, que ce soit du culturisme. Alors, je vais vous donner le maximum. Le je vais vous donner rapidement la fourchette pour qu'on passe à d'autres questions, même si c'est un sujet quand même très intéressant. Pour moi, oui. Voilà. La fourchette, donc, pour une personne sédentaire, c'est à peu près 0,83 grammes de protéines par jour et par kilo de poids corporel. Voilà. Ça, c'est la quantité de protéines nécessaire pour une personne sédentaire. Pour une personne qui fait moins de 3 heures de sport par semaine, on peut rester dans ces eaux-là. Pour une personne qui fait 3 à 5 heures, 6 heures, je dirais entre 3 et 10 heures, on peut monter à 1 gramme 3 par jour et par kilo de poids corporel, et le maximum qui a été vraiment validé scientifiquement par le professeur Xavier Bigard du service de santé des armées, donc un grand ponte de la protéine, c'est 2,3 grammes il me semble par jour et par kilo de poids corporel, ce qui est très inférieur à ce qui est consommé par les bodybuilders. Donc voilà, c'est ensuite après ça il faut redistribuer ça sur la journée, avoir un petit déjeuner très riche en protéines et en graisse, et ça d'ailleurs c'est valable pour tout le monde, pas que pour les sportifs, et ensuite répartir les féculents plutôt sur le repas de midi et le repas du soir. D'accord. Voilà. Merci. Une autre question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de protéines animales et de protéines végétales. Oui. Est-ce que c'est la même assimilation par le corps? Est-ce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire? Alors, question vaste. Alors, est-ce que c'est la même assimilation? Non, pour une raison très simple, c'est que c'est pas la même taille de molécules, donc ça demande pas le même travail au niveau digestif. Quand on parle des protéines animales, c'est des macromolécules qui sont assez imposantes. L'une des plus imposantes, ça va être la caséine du lait. Donc, c'est ce qui explique pourquoi le lait demande un travail digestif assez important, et c'est ce qui explique aussi pourquoi il faut pas en manger de manière abusive. Donc, 1 à 2 laitages par jour, de qualité, plutôt chèvre et brebis, pas trop de vaches. Et pas tous les jours, c'est pas absolument indispensable de manger des produits laitiers tout le temps. On arrive très bien à s'en tirer sans. Donc les protéines végétales sont généralement plus digestes, génèrent moins d'acidose métabolique aussi, donc elles sont très intéressantes. Et puis quand on parle des protéines végétales, des légumineuses, c'est en réalité les seuls véritables glucides lents. Les pâtes, c'est pas des sucres lents. Le pain blanc, c'est pas des sucres lents. Les céréales sont, même quand elles sont complètes, elles ont un index glycémique quand même relativement élevé. Par contre, les légumineuses ont un index glycémique bas. Donc ça, c'est les vrais sucres lents. En fait, je pense à des populations qui assimilent notamment les légumineuses avec le riz, par exemple, oui. En Amérique du Sud. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Alors, une raison, je pense, ça a d'abord été l'instinct qui a fait qu'on a adapté les choses de cette manière-là. En Amérique du Sud, on voit souvent une association entre le maïs original, il a bien changé malheureusement le maïs, mais originellement ils avaient un certain type de maïs, et les haricots rouges. Donc ça, c'est une association qui permet de ne pas avoir de facteurs limitants au niveau des apports en acides aminés. En Asie, c'est plutôt riz, lentilles. Dans d'autres cas, on va trouver le pois chiche avec, par exemple, les céréales. Il y a des associations qui sont assez fréquemment retrouvées chez les personnes qui consomment beaucoup de légumineuses. On a fini par comprendre que ces associations-là étaient très cohérentes parce qu'elles permettent de ne pas avoir de carence en acides aminés essentiels.
Voilà. Maintenant, si de temps en temps vous mangez des œufs ou éventuellement des laitages toujours de qualité, pas en trop grande quantité, du poisson ou de la viande, pas trop de viande rouge, maximum une fois par semaine, à ce moment-là, vous n'aurez pas de risque d'avoir de facteurs limitants, vous n'aurez pas de carence en acides aminés essentiels. Donc vous pouvez très bien manger vos légumineuses en salade sans forcément mettre absolument du riz ou des céréales à tout prix. Voilà. Oui. Oui, bonsoir. J'ai assisté à une conférence il y a pas très longtemps sur les médecines douces. Oui. Et il y a une nutritionniste qui s'est vantée de vendre des algues sous forme de petits pots comme ça, des algues miraculeuses que l'on trouve, il paraît, dans un lac aux États-Unis et qui permettraient d'améliorer grandement, qui seraient très riches en différents apports et qui permettraient d'améliorer grandement le bien-être et la santé des personnes. Alors j'aimerais avoir votre point de vue sur les algues en général. Alors le discours des algues, à partir du moment où les algues rentrent dans un modèle alimentaire bien particulier, elles ont, comme la plupart des végétaux, des vertus intéressantes. Elles contiennent certainement des polyphénols, elles sont certainement très riches en minéraux, en oligoéléments, il y a certainement des vitamines intéressantes quand elles sont fraîches. Quand elles sont séchées, elles ont perdu une partie de ces propriétés-là. Le fait que les végétaux aient des propriétés intéressantes pour la santé, c'est absolument pas une vue de l'esprit. Hein. On utilise la phytothérapie, voilà, c'est des choses qui sont étudiées. On connaît des plantes qui ont plutôt des vertus hépatiques, d'autres qui ont des vertus rénales, d'autres qui ont des vertus apaisantes. Donc on a toute une pharmacopée traditionnelle qui est très ancienne. Hein. On a des papyrus qui ont 3500 ans qui parlent de certaines épices, etc. Donc dans tous les végétaux, on a des choses intéressantes à les retrouver avec certaines précautions, parce que vous avez des végétaux qui contiennent des poisons. Hein. La ciguë, la belladone, c'est parfaitement naturel et ça contient des poisons. Hein. Si vous faites une belle tisane de ciguë et de belladone, je pense que vous allez dormir longtemps. Donc là-dessus, donc pour revenir au sujet des algues, c'est tout à fait possible que, je dis bien c'est possible, il faudrait voir de quelle algue il s'agit. Est-ce que c'est une micro-algue, est-ce que c'est une algue d'eau douce, est-ce que c'est, voilà, c'est tout à fait possible que cette algue-là ait des vertus intéressantes. De là à dire que c'est un produit absolument miraculeux qui va tout guérir, vous me permettrez d'être très sceptique. J'aimerais bien croire au miracle. La panacée universelle, j'y crois pas. Voilà. Donc il y a certainement des choses intéressantes. Maintenant, à partir du moment où on a, je dirais, quelque chose à vendre et qu'on dit que c'est la solution à tout, ça me fait penser aux bandes dessinées que je lisais quand j'étais gamin, où on voit le fameux docteur machin qui a son élixir absolu à vendre. Donc il fait monter un gars sur scène qui a une béquille, il fait boire le truc, il jette sa béquille en l'air, il danse en Kazachok. Bon, voilà. C'est possible que ces algues soient intéressantes. De là à dire qu'elles soignent tout, je peux pas accepter ça, c'est clair. On va demander plus de certitude, d'autant qu'aujourd'hui les médecines douces ont le vent en poupe, il faut le dire. On peut être exposé à des gens qui sont pas forcément mal intentionnés, mais qui sont plutôt mal informés, et du coup, avoir des conséquences assez catastrophiques. Hein. Mon épouse qui est pharmacien régulièrement, voit des personnes qui apportent des champignons. Alors c'est arrivé quelquefois que ce soit des personnes originaires d'Asie qui ont vu des champignons, trouvé des champignons dans la forêt qui ressemblaient étrangement à des champignons auxquels ils étaient parfaitement habitués, puis alors ils disent non, mangez pas ça parce que vous allez tous mourir. Hein. Il y a régulièrement des familles de Vietnamiens ou de Chinois qui se retrouvent hospitalisés avec des hépatites fulminantes parce qu'ils ont mangé des omelettes avec pas des omelettes, mais des champignons qui sont en réalité toxiques, mais très similaires à ceux qu'ils ont chez eux, qui ne sont pas toxiques. Donc beaucoup de prudence avec la phytothérapie quand on n'a pas, je dirais, des preuves un peu sérieuses. Voilà, un petit peu de bibliographie, avec des choses qui prouvent que dans telle et telle plante, il y a tel et tel principe actif, qui a tel et tel effet étudié et reconnu. Donc faut toujours être assez prudent. Oui. 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 Alors, donc la question qu'on me pose, c'est à propos des produits laitiers. Effectivement, on entend énormément parler des produits laitiers. On entend régulièrement dire qu'il faut impérativement manger au moins 3 voire 5 produits laitiers par jour pour prévenir l'ostéoporose, etc. Alors, les études qui démontrent que les produits laitiers ont des effets positifs sur la densité minérale osseuse sont des études qui ne sont pas indépendantes. Aucune des études indépendantes ne confirme ces données.
des études indépendantes, d'accord? Donc je vous donne voilà la réalité de ce qui est publié. Voilà, depuis quelques années, à chaque fois qu'on fait une étude scientifique, on est obligé de mentionner les conflits d'intérêts éventuels. Donc concernant les produits laitiers, dans la culture française, ça fait des siècles qu'on en consomme. On a toute une production traditionnelle avec des notions de fromage très différents en fonction des vaches. Toutes les vaches ne produisent pas le même lait. Hein. Une vache d'alpage, une tarine ou une race des Reims, etc. produit pas le même fromage qu'une Limousine, qu'une Charolaise, qu'une Prime-Holstein. C'est pas le même lait, donc ce sera pas le même fromage. Et en fonction du lieu dans lequel elles vivent, elles produiront pas le même lait, donc pas le même fromage. Donc tous ces produits laitiers là qui sont encore produits selon les méthodes traditionnelles, on peut pas considérer, tant qu'on en consomme raisonnablement, qu'ils soient mauvais pour la santé. Alors, est-ce que les laitages sont potentiellement intéressants pour la santé? Oui, dans la mesure où ils contiennent tous les acides aminés, il n'y a pas de facteur limitant, c'est des protéines extrêmement complètes. Maintenant, on sait que si on en consomme trop, on risque de provoquer des putréfactions intestinales, on risque d'avoir des petits soucis. Voilà. Ensuite, concernant le calcium, est-ce que les laitages sont un apport intéressant en calcium? Il n'y a aucune publication scientifique indépendante qui le démontre. Aucune. Donc, est-ce qu'il y a du calcium dans le lait? Oui, il y en a même beaucoup, mais on ne l'assimile pas bien. On sait même pourquoi. On sait que le lait est riche en acides gras à chaîne moyenne. Excusez-moi pour le jargon, ces acides gras à chaîne moyenne, quand ils arrivent dans le milieu intestinal, qui sont hydrolysés voilà, qui sont découpés par nos enzymes digestives, ils se complexent avec le calcium et il y a une grande partie du calcium qui est éliminée par voie fécale. Donc, le calcium des produits laitiers a une biodisponibilité, c'est-à-dire on peut l'assimiler très peu. Au maximum, si on en consomme peu, autour de 30 à 35%. Alors, où est-ce qu'on va aller chercher le calcium pour, entre guillemets, remplacer? Vous avez utilisé le mot remplacer. On n'a pas besoin de remplacer les produits laitiers. À partir du moment où on a été sevré, on n'a pas besoin, c'est pas une nourriture indispensable. On peut très bien vivre sans. Il y a des personnes qui ont de graves problèmes quand ils mangent des produits laitiers. On est obligé de les leur enlever. C'est rare. C'est absolument pas quelque chose de systématique. Ils vivent très bien sans. On n'a pas besoin de leur apporter des supplémentations en calcium. Pourquoi? Tout simplement parce que le calcium, il est présent dans les végétaux. Qu'est-ce qu'elle mange, la vache? Où est-ce qu'elle va le chercher, le calcium? Elle l'invente pas, hein? C'est aussi simple que ça. Alors, si vous voulez faire copain-copain avec une vache, vous allez offrir un beau bouquet de trèfle ou de persil. Et vous en gardez un petit peu pour vous et vous faites des petites sauces sympathiques, vous le mixez avec de l'huile d'olive, des noix, des pignons, il y a beaucoup de minéraux dans les oléagineux, vous mettez un peu de sel, un peu d'ail, un peu de jus de citron, vous mettez ça sur le poisson, c'est divin. C'est super bon. Donc, quand on mange beaucoup de végétaux, des fruits, des légumes, on apporte du potassium, on apporte du calcium, on apporte du magnésium. Donc, il n'y a aucun problème. Quand on a une alimentation à très forte composante végétarienne, on ne risque pas de carence en calcium. Le démontre une chose très simple, c'est que même les personnes qui sont végétaliennes, véganes, qui ne consomment pas le moindre produit laitier, n'ont pas, je dis bien, n'ont pas de problème avec l'ostéoporose. Alors, ce qui va être le principal générateur, le principal outil de lutte contre l'ostéoporose, il va y avoir l'alimentation certes, mais surtout quelque chose de très très important, c'est l'exercice. Pourquoi? Parce que le tissu osseux est un tissu qui s'adapte et qui se renouvelle en permanence. Vous avez l'exemple des cosmonautes, quand ils ne sont plus soumis à la pesanteur, s'ils font pas d'exercice, un peu de bicyclette au quotidien, ils finissent par déclencher une ostéomalacie parce qu'ils ne sont plus soumis à la pesanteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous marchez, je parle pas de la piscine, hein, marchez, faire du vélo, éventuellement faire de l'aquagym au début pour se remettre en route, etc. Faire un petit peu de gymnastique douce, de remobilisation si on n'a pas pu faire d'activité physique pendant longtemps, et puis progressivement augmenter le temps de pratique, c'est des choses qui permettent d'entretenir la solidité osseuse, sachant que le calcium n'est pas le seul élément qui garantit la solidité des os. Il y a la matrice de collagène, il y a toutes ces protéines produites en permanence par les cellules de la matrice osseuse, donc il faut réfléchir différemment. Est-ce qu'il faut éliminer les produits laitiers tant qu'on n'a pas de problème avec? Non. Est-ce qu'il faut s'en gaver? Certainement pas. Est-ce que ce sont les seuls aliments à pouvoir nous apporter du calcium? Absolument pas. Donc si vous mangez beaucoup de fruits et légumes, beaucoup d'herbes, beaucoup d'oléagineux, de légumineuses, le calcium vous l'aurez, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, dans le cas où on est végétarien, ici... Oui, merci.
Dans le cas où on est végétarien ou on a des carences dans notre alimentation, est-ce que les compléments alimentaires sont considérés comme étant bons? Alors, ça veut dire que vous considérez que le fait d'être végétarien génère des carences, forcément. Non, pas forcément, mais on en entend beaucoup parler. À chaque fois qu'on dit on est végétarien, tout de suite c'est vous avez des carences, faut faire attention, nanana. Donc je voulais savoir si les compléments alimentaires c'était bon. Alors, je vais commencer par m'occuper de la partie végétarienne parce qu'il faut quand même bien définir les choses. Si on est végétarien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mange beaucoup de végétaux. Ça veut dire éventuellement qu'on mange un peu de fromage et qu'on conçoit de manger des œufs. Et qu'on mange pas de viande et pas de poisson. Théoriquement, c'est ça. Végétarien, c'est ça. Sinon, vous êtes végétalien. Si vous mangez ni les œufs, ni les produits laitiers, ni le poisson, et que vous mangez uniquement des protéines végétales, vous êtes végétalien. Juste encore les œufs, en fait. D'accord, ok. Bon, si vous avez les œufs, vous risquez pas de carence en acides aminés essentiels. On trouve du fer un peu dedans. Il y a le fer, il y a pas de fer héménique, donc c'est une carence qui est possible. À surveiller. La carence en vitamine D, elle peut être générée pour d'autres raisons. Donc là, je dirais qu'il faut plutôt chercher à évaluer la cohérence du modèle alimentaire pour vérifier si justement il n'y a pas des carences. Donc ça, c'est une chose qu'il faudrait vérifier avec un spécialiste. Mais est-ce qu'un modèle de type végétarien génère forcément des carences? Non, c'est pas forcé. Il faut que ce soit bien géré. Voilà. C'est plus compliqué avec le végétalisme ou avec le régime vegan parce que là, on n'a pas de source de vitamine B12, on a moins de sources de fer, on n'a pas de source de fer héménique, c'est un fer qui a quand même une grande biodisponibilité, on manque d'acides gras oméga 3 à chaîne longue, donc l'EPA et le DHA. Donc si on veut avoir un modèle végétarien très cohérent, à la limite, idéalement, il faudrait manger beaucoup de végétaux et du poisson. Voilà. Alors là, je sais que vous avez le problème de la gratte, les poissons de lagon, etc. Donc, il faudrait aller les pêcher un petit peu plus loin de temps en temps. Maintenant, vous pouvez avoir les poissons et les œufs, voilà, et plutôt les poissons de petite taille, histoire de ne pas trop épuiser nos océans. Donc, la deuxième partie de votre question, merci de me faire signe. Donc, est-ce que l'utilisation des compléments alimentaires est intéressante? Oui, dans un contexte donné, après avoir évalué s'il y en a besoin ou pas. On se supplémente pas par défaut. Voilà, les supplémentations sauvages avec des produits qui sont présentés. Alors, on a le complément alimentaire pour ci, le complément alimentaire pour ça. Il y a des législations maintenant qui commencent à faire un petit peu le ménage. On n'a pas le droit de poser une allégation sans que cette allégation soit officielle. Donc, il y a toute une série d'allégations qui sont autorisées. On sait, par exemple, que le magnésium, les vitamines du groupe B peuvent contribuer à diminuer la fatigue. Il y a toute une série de formulations officielles comme ça. Donc, prendre des compléments alimentaires, si vous n'avez pas réellement besoin, je dirais que est-ce que c'est dangereux? Non. Par contre, c'est de l'argent foutu en l'air. C'est bien dommage. Donc, le complément alimentaire, en réalité, c'est plutôt une béquille en attendant de rééquilibrer ses apports alimentaires. Donc c'est une béquille que j'utilise de temps en temps en consultation. J'essaie d'utiliser le moins possible. Enfin, quand vous avez quelqu'un qui mange 0 fruits, 0 légumes, il faut bien lui apporter des vitamines à un moment. Donc dans ces cas-là, je vais utiliser des vitamines. S'il y a une carence en oméga 3, dans un premier temps, je vais supplémenter. Donc il y a tout un tas de conditions qui doivent justifier l'utilisation d'un complément alimentaire. Et alors je tiens à affirmer une chose très très importante: la consommation d'un complément alimentaire ne peut pas, ne doit pas, ni cautionner, ni excuser, ni remplacer une alimentation équilibrée. Ça, c'est très important. Ça n'est pas la même chose. Vous avez une très grande étude, l'étude Suvimax, qui avait cherché à comparer la qualité de vie, la qualité de la santé de personnes qui consommaient des compléments alimentaires et de personnes qui avaient à peu près les mêmes apports en micronutriments, mais par des sources naturelles. Ceux qui étaient en meilleure santé, c'était pas ceux qui consommaient des compléments alimentaires. Donc les compléments alimentaires, c'est tout à fait utilisable, mais sur des périodes qui doivent être théoriquement les plus courtes possibles. Et puis ensuite, c'est l'alimentation du quotidien qui doit prendre le relais. C'est vraiment très important de bien mettre les choses à leur place. Merci. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Je vous vois pas. Oui, pardon. Là-haut. Bonsoir. Bonsoir. Pourriez-vous nous parler des associations alimentaires et de chrononutrition, s'il vous plaît? Je peux. Est-ce que vous avez une question plus précise? Non. D'accord. Alors, plutôt que de parler de chrononutrition, je préfère parler de chronobiologie, parce qu'il y a une chronobiologie. Voilà, j'ai eu au début de mes études en fac de médecine, j'ai eu des cours de chronobiologie. Donc, on sait par exemple qu'on a le pic du cortisol aux alentours de 6 heures du matin, sauf quand on est décalé comme moi.
Je ne me demandez pas à quelle heure je vais avoir mon pic de cortisol aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire. On sait qu'il y a des enzymes qui ont une activité, un pic d'activité dans certaines périodes. On sait par exemple que les enzymes de synthèse du cholestérol ont un pic d'activité plutôt le matin. Donc à partir de ce genre de connaissances, on sait que c'est intéressant de réorganiser un petit peu les apports alimentaires pour, je dirais, coller un peu mieux aux besoins, au métabolisme. Alors, un exemple classique de chronobiologie nutritionnelle, c'est le fait de manger des protéines et des graisses le matin. C'est le meilleur moment pour en consommer, pour plusieurs raisons. C'est que quand vous apportez des protéines le matin, elles vont être utilisées pour synthétiser des neurotransmetteurs. Donc vous allez avoir une meilleure capacité de concentration le matin. Si vous mangez par exemple des graisses, eh bien vous aurez moins besoin de synthétiser des graisses le reste de la journée. Donc c'est intéressant de manger des graisses le matin. Ensuite, si vous apportez du cholestérol aux premières heures de la journée, eh bien vous allez avoir un effet de rétrocontrôle négatif sur la synthèse endogène du cholestérol. Donc ça veut dire que manger un œuf avec le jaune cru le matin, ça peut contribuer à faire baisser le cholestérol. Alors par ailleurs, il faudra prendre quand même quelques précautions, picoler beaucoup moins, arrêter le sucre, la farine blanche, etc. Donc il faut que ce soit inséré dans un modèle alimentaire complet. Donc n'allez pas dire à votre cardiologue, maintenant je vais manger des œufs à gogo tous les matins. Non, non. Changez votre alimentation, pensez à tout le reste, les fruits, les légumes, etc. Le modèle alimentaire, c'est le modèle alimentaire qui est protecteur, c'est pas un aliment, c'est pas une substance active qui est anti-cancer, anti-ceci, anti-cela. Non, c'est un modèle alimentaire. Un aliment anti-cancer, une substance anti-cancer, etc. C'est des réflexions qui sont un peu dangereuses parce que à ce moment-là, on va se dire bon bah pour pas avoir de cancer, je vais manger 15 kilos de brocoli tous les jours. Si vous avez pas un cancer du côlon, vous aurez peut-être d'autres problèmes. Donc non. Il faut que ce soit inséré dans un modèle alimentaire cohérent. Donc, la chronobiologie nutritionnelle, c'est quelque chose de très intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument dissocier, éviter impérativement tous les glucides le matin, les garder pour le soir, etc. Certainement pas. On n'a pas de raison de dissocier complètement les aliments. Je m'oppose totalement à tout régime, à tout régime dissocié, peu importe qu'il soit scandinave, canadien ou d'ailleurs. La dissociation alimentaire, c'est quelque chose qui va générer des troubles digestifs, des troubles du transit et qui va de toute façon générer des carences parce que dans chacun des grands groupe de macronutriments, donc les glucides, les lipides et les protides, il va y avoir de toute façon des apports importants. Donc les dissociations complètes, non, certainement pas. Par contre, manger plus de protéines et de graisses le matin, faire un vrai repas le matin et garder plutôt les glucides et les féculents plutôt pour le soir et un petit peu pour le repas de midi, effectivement, ça fait partie des recommandations de la chronobiologie nutritionnelle qui sont assez intéressantes. C'est la première clé pour enclencher une perte de poids. Arrêtez de manger le petit déjeuner continental avec le pain de mie qui contient du sucre, donc voilà, les croissants, les viennoiseries, les pâtisseries, le café sucré, le jus de fruits industriel sucré, etc. Et puis ensuite un petit peu de confiture. On enlève le beurre parce qu'on a peur de grossir à cause du beurre. Non, non. À la limite, la seule chose à garder dans tout ça, ce serait le beurre. Donc il va falloir voir les choses un petit peu différemment et plutôt utiliser un petit déjeuner qui se rapproche de ce que font les anglo-saxons. Ils ont quand même quelque chose de positif à nous apporter, ces braves anglais, non ? J'ai un frère qui a beaucoup vécu en Angleterre et qui a apprécié le petit déjeuner de ce type-là. C'est intéressant. Ils mangent même des beans, des haricots, donc ça fait des protéines végétales. Enfin, c'est vraiment intéressant. On n'est pas obligé de manger de cette manière-là. Vous pouvez très bien manger, si ça vous chante, un muesli non sucré, etc., un peu naturel, avec des oléagineux, donc des noix, des noisettes, des amandes, des graines par-ci, des graines par-là, un peu de fruits secs. Ça vous donnera quelque chose qui a un goût un petit peu sucré et qui vous apportera des protéines et des graisses polyinsaturées. Donc c'est quelque chose d'intéressant à développer en fonction de chacun, mais la première recommandation intéressante de cette réflexion de la chronobiologie nutritionnelle, c'est celle de faire un vrai repas le matin. Voilà, c'est quelque chose de très très intéressant. Alors j'ai, pour la petite histoire, un ami qui travaille à France 3, qui travaille à France 3 Bourgogne, maintenant qui travaille à France 3 Lorraine, qui un jour m'avait dit qu'il faut prendre au petit déjeuner, parce que moi je fais un gros petit déjeuner, j'ai vraiment faim le matin, je suis content de me mettre à table et de manger, mais pourtant j'ai beau manger beaucoup, moi à 10h j'ai une dalle monstrueuse, il faut vraiment que je mange. Résultat, je grignote n'importe quoi. Après ça, j'arrive le midi, j'ai faim, je me jette sur le premier truc qui passe, enfin je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux manger le matin? Je lui dis, je sais pas, t'aimes bien les œufs le matin? Il me dit, ah bon, je peux?
Oui, pourquoi? Mais je sais pas, j'ai pas de vésicule biliaire. Je lui dis, bah écoute, non, tu manges l'œuf, le jaune d'œuf cru, il y a pas de problème, tu testes, mais tu vas voir, hein, ça va, y a pas de problème. Et il m'a dit, et si je veux en manger 2? Je lui dis, aucun problème. À la limite, si au bout d'un moment t'en as marre des œufs, tu peux manger un morceau de fromage. Vous voyez que je suis pas anti-laitage. Tu peux manger autre chose, un peu de charcuterie de bonne qualité, parce que si la charcuterie vient d'un cochon qui a mal été nourri, elle sera pas très bonne pour nous, hein, faut pas se leurrer. Donc il a fait ça, et puis on s'est revu 3-4 semaines plus tard. Je le vois mince, enfin plus mince. Voilà, il avait perdu quelques kilos. Il me dit, oui, c'est vrai, j'ai perdu 3-4 kilos, je crois. J'ai dit, ah bon, mais t'as fait quelque chose? T'es fatigué? Non, bah rien de particulier, mais bon, j'ai pas faim avant midi et demi, 1h. Donc je grignote plus, j'ai plus besoin de manger, j'ai plus besoin de collation le matin. Donc résultat, bah il grignotait moins, puis surtout quand il se mettait à table le midi, il était encore suffisamment dispo mentalement pour pouvoir choisir ce qu'il allait mettre dans son assiette. Donc c'est l'un des intérêts de cette réorganisation des habitudes alimentaires en fonction des différentes heures de la journée. Oui. Ah, bonsoir. Je vous vois pas. Oui, pardon. Je voudrais savoir quel conseil vous pourriez donner à un petit garçon de 12 mois qui découvre l'alimentation et qui est encore gros buveur de lait. Il boit quel lait? Pas celui de sa maman. D'accord. Dommage. À 12 mois, ça se fait rare quand même. Lait industriel, malheureusement. Ouais. D'accord. Avec une marque et un numéro. Oui, bon. Bah déjà, ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'essayer de remplacer le lait par un yaourt de brebis, par exemple, ou un fromage de brebis, d'essayer de lui faire découvrir autre chose. En fait, il faut faire des tests. Essayer de lui faire découvrir d'autres choses. Le problème avec les enfants, c'est qu'ils sont un petit peu néophobes, hein, ils ont peur des nouveautés. Alors je suis confronté à ce problème-là, hein, j'ai un petit de 3 ans et demi et un petit d'1 an. Donc la première chose que je mets en place la première chose que je recadre entre guillemets gentiment, hein, affectueusement, quand il dit non j'aime pas, je lui dis bah déjà pour commencer je vais te rappeler un truc, c'est que c'est pas toi qui décides. Hein, ensuite, avant de me dire que t'aimes pas, tu vas goûter. Voilà, goûte, mastique bien. Ah, finalement, c'est bon. Bah, il y a des découvertes à faire. Donc, c'est un conseil qui est malheureusement assez peu spécifique, mais c'est une première attitude qui pourrait être intéressante. Il faut essayer de trouver autre chose qui lui fait plaisir. Donc, est-ce que ça va être, par exemple, un yaourt avec un petit peu de miel, un yaourt plutôt de brebis si possible avec un petit peu de miel? Ça pourrait déjà être une première solution. Le yaourt en général ça passe bien. Yaourt de brebis, je sais pas si c'est facile d'en trouver ou pas ici. En France c'est devenu assez courant. Donc s'il y a quelqu'un qui a des brebis, il y a un business à lancer là. Alors une autre possibilité, ce serait d'aller chercher des laits végétaux dans les rayons un peu biologiques, un peu santé. Moi j'en utilise un, je vous citerai pas de marque, mais j'en utilise un qui est un lait d'amande au chocolat, qui est pas trop sucré et dont la texture est très très proche du lait normal. Il est vraiment très très réussi. Ils ont leur petit verre de chocolat le matin. Bon, à côté, il y en a un qui me demande un œuf, un autre qui prend un yaourt. Voilà, ça varie assez souvent. Mais ça peut être déjà une autre solution intermédiaire pour remplacer et garder un petit peu ce côté affectif du lait. De toute façon, il y a une connexion entre le lait, l'allaitement, la maman, etc. Donc on doit toujours trouver une solution de remplacement. Alors, c'est pas facile ce que vous dites parce qu'on est en Calédonie et que ces produits-là, on importe quasiment tout, sont excessivement chers. Oui, j'imagine, oui, c'est vrai. C'est le problème un petit peu ici, de un peu tout en fait, on produit très peu en local. Voilà, donc c'est pour ça que sur le marché, on retrouve souvent les mêmes produits. Voilà. Donc c'est pas facile. J'ai une petite question pour Jean. Les végétaux. Quels les végétaux? Lait d'amande, lait de riz, lait de noisettes. Je pense que c'est des choses intéressantes. Ce sera toujours plus intéressant de consommer l'oléagineux lui-même entier, mais c'est intéressant comme produit de remplacement. Si vraiment on tient à avoir quelque chose qui se rapproche du lait, c'est une bonne solution. Je préfère ce type de lait-là que le lait de soja. Le soja, bon, il est critiquable à bien des égards. C'est toute une industrie. Il y a pas mal d'OGM quand même, donc il y aurait un peu de tri à faire. Ce serait souhaitable. Concernant effectivement ces produits-là, alors je sais qu'il y a des machines qui permettent de faire
faire des laits végétaux à la maison, donc à partir des oléagineux. Je connais pas, je sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que ça fonctionne. Donc ça peut être une autre possibilité. Et puis ensuite, effectivement, ce serait intéressant justement d'essayer d'avoir des associations de consommateurs. Je sais qu'il y a des choses comme ça qui existent, qui poussent un peu soit les importateurs à aller chercher des produits de ce type-là, ou alors, mieux encore, à des acteurs locaux de mettre en route une production de ce type de produit-là, parce que il y a un besoin. Si le produit est pas là, il y a un besoin, donc il y a quelque chose à lancer. Donc il y a une dynamique positive locale qui aura un effet positif sur l'économie locale qui serait très très intéressante. Ça c'est vraiment vital d'avoir ce type de réflexion-là. Et là encore, c'est le pouvoir du consommateur d'essayer justement de pousser ces modèles-là. Alors je sais qu'il y a quelques acteurs de la permaculture, d'une approche de l'alimentation dans les collectivités plus orientée sur la santé. C'est des choses qui vont dans ce sens-là. Alors on en parle maintenant. Je serais extrêmement heureux que ça génère des mouvements, voilà, des choses intéressantes. Voilà, faut pas oublier que la première définition de la démocratie, hein, la définition étymologique, c'est le peuple qui décide. Il a un pouvoir de décision. Dans le bulletin de vote, c'est un peu discutable aujourd'hui en France, surtout quand les élus ne respectent pas tellement les retours qui viennent des citoyens. Mais le vrai pouvoir du peuple, c'est d'abord de choisir ce qu'il met dans son panier. Donc c'est sûr que quand voilà, c'est un peu inaccessible d'un point de vue financier, il faut essayer de trouver d'autres solutions. Là ça devient un peu plus compliqué, mais on peut y arriver. On trouve quand même des laits végétaux aujourd'hui à des prix quand même raisonnables en supermarché et en magasin bio. Avec des prix de quel ordre? Alors on a du lait de riz autour de je crois qu'il y a des... Je crois que... Alors... Marcel, s'il te plaît. Il est là. 300, 400 francs, j'ai entendu. Voilà. 495 francs. Non. Vous avez du lait de riz moi j'en ai trouvé à 395 francs. Voilà. Alors c'est plus cher que le lait, mais après, ce sont des choix. Moins vous choisirez de lait, plus le lait va être bon marché parce qu'il va falloir qu'il s'en débarrasse. Mais plus la consommation de ce type de produits de remplacement du lait va se répandre, moins le prix va être important. Donc voilà. Une autre question devant? Oui, c'est rapide. Juste savoir si vous avez entendu parler du régime selon les groupes sanguins. Est-ce que vous en pensiez? Alors. J'en pense pas grand-chose. C'est pas basé sur des études scientifiques très poussées. C'est pas très très sérieux. Il y a une sorte de coïncidence qui se passe. Ce dont on se rend compte, c'est que le régime des groupes sanguins, donc qui a été lancé, c'est une idée qui a été lancée par un naturopathe dont le fils a un peu repris cette histoire-là. L'idée, c'est que donc en fonction du groupe sanguin, on doit avoir un modèle alimentaire différent. C'est très très difficile à défendre. Il n'y a aucune étude qui va dans ce sens-là. Par contre, quand on regarde ce modèle-là, on se rend compte que le modèle alimentaire de type A+ est très similaire à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Peu ou pas de viande rouge, plutôt du poisson, beaucoup de fruits et légumes, des oléagineux, des graisses polyinsaturées. Le groupe A+, c'est à peu près 60% de la population. Si vous voulez, on peut faire un petit truc très rigolo. Tous ceux qui sont A+, levez la main. Voilà. Regardez autour de vous, ça fait quand même une bonne partie de la salle. C'est certainement un peu moins de 60%, mais c'est une sorte de coïncidence, c'est-à-dire qu'il y a 60% des personnes qui font le régime des groupes sanguins qui vont dire qu'ils vont beaucoup mieux, mais un régime, par exemple, c'est quoi le régime du O+ ou du O-? O+, voilà, qui doit être très très carné, mais le problème c'est que si vous faites un régime très carné, vous allez être constipé en permanence, et puis à l'échelle de 30 ans, vous allez avoir des diverticules, et puis à l'échelle de 40-50 ans, vous allez avoir un cancer du côlon. Ça, c'est l'épidémiologie qui le démontre. Donc je suis pas tellement favorable à cette idée-là, et il n'y a pas de preuves scientifiques vraiment sérieuses qui viennent à l'appui. Voilà. Oui, alors où est le micro? J'ai un peu perdu le fil. Il est là-haut. Oui. Voilà, aujourd'hui, on sait que le sel, c'est pas bon. Malheureusement, on est bien habitué au sel, et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faudrait utiliser à la place du sel, s'il y a d'autres moyens pour saler les plats. Alors, petite correction.
On sait que le sel n'est pas bon, c'est pas exactement ça. On sait que l'excès de sodium est mauvais pour la santé, augmente la pression artérielle, etc. Donc, on a aujourd'hui besoin de diminuer considérablement la quantité de sel. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans le sel, ce qui nous pose problème, c'est le sodium. Le fait d'avoir trop de sodium, c'est mauvais pour la santé. À quoi est-ce qu'il nous sert le sodium? Il nous sert à amplifier les goûts. C'est un exhausteur de goût naturel. Donc peu importe que ce soit du chlorure de sodium ou du glutamate de sodium, c'est le sodium qui va avoir un effet exhausteur du goût. Donc première chose, essayer de diminuer la quantité de sel. Ça peut se faire comment? En utilisant davantage de graisse, parce que si le sodium est un exhausteur de goût, les graisses sont des vecteurs du goût. Quand vous mangez une alimentation plus grasse, elle est plus savoureuse, elle a plus de rondeur, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc intégrer plus de graisse dans l'alimentation, ça marche, c'est bien. Dans les purées qu'on fait par exemple pour les enfants, moi quand je fais ça maintenant il mange plus de purée, celui qui a 1 an, il en veut plus, il veut mastiquer. Mais quand je lui préparais les purées de légumes, je faisais tout pratiquement à la maison, sauf urgence, faut être honnête, il y a des moments où on n'y arrive pas, donc faut se dédouaner. Mais la plupart du temps, je faisais les purées maison. Je peux pas mettre de sel dedans, mais pas de sel pour les nourrissons. Par contre, je mettais beaucoup d'huile, des huiles végétales de bonne qualité, bio, vierge, première pression à froid, certainement pas des huiles en bouteille plastique qu'on trouve en supermarché, peu importe ce qu'il y a écrit sur l'étiquette. Des fois, il y a des choses qui sont un peu abusives, et puis surtout, quand on regarde réellement les quantités d'oméga 3 qui sont apportées, c'est assez ridicule. Donc non, des huiles vierges, première pression à froid, biologiques, en bouteille en verre, sombre. Ça, c'est incontournable. Donc je mets beaucoup d'huile dans ces choses-là, mais ça, même moi, quand je les goûte, j'éprouve plus le besoin de saler quand je mets beaucoup de graisse dans l'alimentation. Donc pour saler moins, c'est déjà une première possibilité. Ensuite, utiliser des cuissons qui permettent de mieux conserver les goûts aussi. C'est un autre truc important. Donc à partir de là, on va moins éprouver le besoin de mettre du sel, mais c'est sûr que du sel, il faut en consommer beaucoup moins. Ensuite, une autre chose intéressante, c'est il faudrait arrêter d'utiliser du sel raffiné et utiliser plutôt du sel complet. Maintenant, est-ce que c'est facile à trouver ici? Je sais pas, mais le sel gris, bon, très bien. Le sel gris, en plus il y en a du local. Alors le problème c'est qu'il ne contient pas assez d'iode, donc il faudra trouver de l'iode ailleurs. Mais le sel gris est beaucoup plus intéressant que le sel raffiné parce qu'il contient beaucoup de magnésium, de calcium, etc. Alors le sel gris de Nouvelle-Calédonie contient certainement des choses différentes du sel gris méditerranéen ou du sel gris de l'Atlantique, mais il contient beaucoup plus de choses que le sel totalement raffiné. Alors on va continuer. Enfin, on a 5 minutes encore pour les questions, et puis après on va. Il y a beaucoup de mains levées. Où est le micro? À cause de leur digestibilité, ne vaut-il pas mieux manger les fruits en début de repas? Alors, c'est des choses qu'on entend assez régulièrement. C'est très variable en fonction des personnes. Les fruits, normalement, quand on les mastique, vraiment, sérieusement, donc ça veut dire il faut compter entre 20 et 30 mouvements masticatoires avant d'avaler quelque chose de pratiquement liquide. Normalement, si on est habitué à en consommer, on les digère bien. Quand on n'y est pas habitué, ça se passe moins bien. Donc dans ces cas-là, effectivement, c'est intéressant de les mettre en début de repas parce qu'on aura moins de fermentation, de ballonnement, de choses comme ça. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est mieux de faire comme ça, et des gens pour qui c'est pas possible parce qu'ils n'arriveront pas à manger des fruits en début de repas. Pour eux, psychologiquement, c'est pas faisable. Donc la première chose importante, c'est qu'ils les mangent. Et ensuite, en fonction du ressenti, je procède toujours de cette manière-là. Une amie que je suis en nutrition parce qu'elle a des petits problèmes de poids qui m'a envoyé un mail, me dit bon, je mange plus de fruits mais je suis ballonné, c'est épouvantable. J'ai dit ok, les fruits tu les mets en début de repas si tu peux, normalement ça devrait mieux se passer, et puis ça a pas loupé quoi. Donc dans ces cas-là, il faut voir en fonction de la manière qu'on a de les digérer, de les assimiler, comment ça se passe au niveau digestif, et faut se réadapter. Ça c'est important parce que ça veut bien dire une chose, c'est que l'alimentation elle doit s'adapter en fonction de l'individualité de chacun. Donc voilà la réponse que je peux vous donner. Allez, 2 dernières questions et on va continuer. J'en ai vu un se lever tout à l'heure qui a une question qui a l'air assez pressante. Du jeûne. Jeûne hebdomadaire et jeûne en général. Qu'est-ce que je pense du jeûne? Je suis venu vous parler de nutrition ou de jeûne? C'est une question importante. C'est une question importante. Il y a des études très intéressantes sur les vertus du jeûne pour activer certains gènes qu'on appelle les sirtuines, qui sont un peu des sortes de gènes de la survie, des gènes de protection. Alors, à quoi ça sert le jeûne? C'est ce qui est dans les cadres dans lesquels le jeûne a été étudié scientifiquement, les publications concernent plutôt des cas strictement pathologiques,
des pathologies souvent cancéreuses, et le jeûne apparemment permet de mieux tolérer les chimiothérapies et de faire en sorte que l'effet des chimiothérapies soit meilleur. Donc ça permet d'améliorer les résultats. Ça, il faut que ce soit cadré, suivi par un médecin, etc. Donc dans ce cadre-là, on a des données très solides. Il y a une chose qu'il faut bien éclaircir, c'est que pour perdre du poids, c'est absolument pas une bonne solution. Parce que quand vous jeûnez, au bout de quelques heures, rapidement, votre métabolisme de base va baisser. Et quand vous allez réintroduire les aliments progressivement, eh bien, vous risquez, vous allez certainement prendre du poids assez rapidement. Donc c'est pas une solution pour perdre du poids. Par contre, ça peut être très intéressant sur les intestins sensibles pour les mettre un petit peu au repos. Ce serait intéressant d'être accompagné par une personne compétente pour faire un travail sur la muqueuse intestinale avec un peu de glutamine, avec des probiotiques, etc. Il y a un travail intéressant à faire. Donc il y a pas mal de directions intéressantes à partir du jeûne. Certains spécialistes auraient tendance à dire, je suis assez d'accord avec ça, que le fait de jeûner de temps en temps, une demi-journée par semaine, ou un jour par semaine, ou un jour par mois, ça permet de vider un petit peu les réserves de glycogène, de mettre un petit peu le métabolisme au repos, de mettre un petit peu l'intestin au repos. Il y a pas mal de traditions alimentaires qui reproduisent ça. On trouve ça dans les habitudes un peu japonaises, okinawa, chinoises, anciennes. En médecine chinoise, c'est des choses qui sont utilisées, donc c'est intéressant de regarder un petit peu ces choses-là. Alors comme j'ai beaucoup fréquenté les Alpes, parce que j'ai une très vieille passion pour la montagne, j'ai rencontré comme ça un ami alpiniste qui me racontait que dans son village, de tout temps, une fois par semaine, ils avaient une journée où ils mangeaient ni viande ni poisson, et puis une fois de temps en temps, ils avaient une journée où ils mangeaient pas. Voilà. Donc c'est des choses qui apparemment peuvent être intéressantes. Maintenant, il faut que ce soit un peu cadré, il faut éclaircir les choses. Pourquoi est-ce que on jeûne? Dans quelles conditions on jeûne? Est-ce que c'est vraiment un jeûne où on mange un petit peu de fruits, de choses comme ça? Ça peut être des choses de ce genre-là. On mange pour apporter un petit peu de fibres, protéger l'intestin. Ou est-ce que c'est vraiment un jeûne pur et dur où on boit juste un peu d'eau? Il faut un peu cadrer les choses. Donc c'est une question assez large, mais il y a des choses intéressantes à faire avec. Mais en tout cas, certainement pas pour perdre du poids. Une dernière question. Oui, moi je voulais poser une question concernant la nouvelle mode des extracteurs de jus, parce que j'en ai discuté avec un thérapeute qui m'a dit chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée. Donc je voulais savoir votre sentiment. Alors qu'est-ce qu'il fait ce brave thérapeute? Il est homéopathe. Homéopathe. Médecin? Oui. D'accord. Je suis pas tellement de son avis. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est une catastrophe annoncée? Parce qu'il dit que comme on n'apporte aucune fibre, il n'y a plus de régulation de la glycémie. Je comprends. Alors, très important, là-dessus il a raison. Manger des fruits et légumes entiers, c'est indispensable. Extraire les jus, c'est intéressant si on veut donner ça en plus. Mais l'extracteur de jus pour avoir comme seul apport de fruits et légumes, c'est non. C'est clair que ça va être une catastrophe sanitaire, là-dessus il a raison. Donc, avoir un extracteur de jus pour se faire des petits apéritifs un peu vitaminés, pour se faire des petits jus, des choses comme ça, c'est très intéressant, mais il faudra pas oublier de consommer les fruits et légumes. L'extracteur de jus, la centrifugeuse, c'est intéressant, c'est un peu moins bien parce que ça chauffe un peu, donc il y a des pertes, mais ça reste des choses assez intéressantes. On enlève les fibres aussi. Ça peut être intéressant notamment pour des personnes qui ont un côlon très fragile et qui ne supportent pas les fibres et chez qui on essaie de les réintroduire très très doucement. On peut commencer par là, avec un extracteur de jus ou une centrifugeuse pour augmenter un peu l'apport vitaminique, mais à un moment donné, on va de toute façon être obligé de réintroduire les végétaux tels quels. Donc, de ce point de vue-là, une utilisation exclusive de l'extracteur de jus, je suis totalement opposé à ça. Une utilisation en plus du reste, dans un modèle alimentaire équilibré, avec beaucoup de fruits et légumes entiers, il n'y a pas de problème. Donc c'est quelle va être l'utilisation de ces choses-là. Donc c'est absolument pas, on peut pas remplacer les fibres solubles présentes dans les fruits et légumes, ça c'est hors de question. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec votre homéopathe. Je vais laisser la parole à Marjorie parce que on pourrait discuter un long moment. Ce serait avec plaisir, mais je veux pas vous empêcher de vous reposer, puis je vais me lever tôt demain matin. Alors, on va laisser la parole à Gabriel, donc le président de NeoFood, à qui j'ai demandé d'être présent ce soir, et donc les fonds récoltés lors de cette soirée vont être versés à cette association.
Et je vais laisser donc le soin à Gabriel d'expliquer l'objectif et puis de présenter l'association. Je vous rappelle qu'à la sortie, il y a une urne pour des dons supplémentaires si vous le souhaitez, qui iront effectivement directement à l'association. Merci pour votre participation à leur aide, en tout cas. Alors, juste une chose, pour les personnes qui partent, c'est dommage, parce que juste après, on a fini, hein, il y en a pour un quart d'heure maximum. Juste après, on aura quand même les représentants des filières agricoles ici, enfin quelques représentants, qui vont simplement, voilà, vous expliquer comment ils voient les choses et leur travail, en fait, qui est important pour la qualité de nos produits. C'est chouette, on va lancer des réseaux qui vont vous permettre d'avoir des choses que vous n'avez pas encore, c'est génial. Bonsoir à tout le monde, moi c'est Gabi, je suis restaurateur et cuisinier. J'ai fondé une association qui s'appelle NeoFood et l'intégralité, Marjorie, absolument, de ce qui a été en fait versé ce soir, vos cotisations entre guillemets, iront pour un dispositif qui s'appelle Cantine Responsable. C'est un dispositif qu'on a commencé il y a un peu plus d'1 an. Dans 2 cantines à la fois et à Lifou, et on va à travers un projet qui est financé par l'Europe aujourd'hui pouvoir l'étendre à d'autres cantines. Donc votre argent va aller directement, on va dire, pour améliorer la qualité de ce que mangent les enfants dans certaines cantines, et puis espérer que ça puisse être en quelque sorte viral sur les autres cantines. Donc voilà, NeoFood c'est assez simple, c'est ce qui se passe dans l'assiette, et nous on veut participer à améliorer ce qui se passe dans une assiette et la façon dont on mange, la façon dont on prépare, et au plus proche de cette assiette avec des producteurs et notamment aussi des nutritionnistes et toutes les parties prenantes d'un système alimentaire néo-calédonien. Alors c'est vrai qu'en tant que cuisinier, c'était ma phobie de participer à ce genre de colloque et de rencontrer tellement de nutritionnistes. Je me dis à chaque fois ils vont m'enlever le gras, le sel, tout ce qui est bon, et c'est vrai qu'en tant que cuisinier, c'est ce que je remarque aujourd'hui en tant que cuisinier. Je pense qu'il faut aussi qu'on puisse se réinventer et qu'on se rapproche des nutritionnistes, en espérant que les nutritionnistes se rapprochent de nous aussi, qu'on puisse travailler ensemble sur des préparations, sur des recettes, et surtout avec des produits locaux, et peut-être permettre, on va dire, à la population calédonienne d'avoir des recettes, des applications en quelque sorte, des solutions qui soient simples, au juste prix, peut-être à un prix équitable, qui permettent de faire vivre des filières, et surtout commencer par les enfants. Des fois pour les adultes c'est un peu plus compliqué en termes de comportement alimentaire, mais bon, la grande réflexion aujourd'hui, en tout cas pour NeoFood, c'est quel modèle alimentaire doit-on développer, mais sur le long terme. Quel modèle sur le long terme? Et ça peut se faire rapidement, mais en même temps ça se fera que avec la participation de tout le monde. Ça c'est clair et aujourd'hui assez évident. Et c'est vrai que quand j'étais petit, en fait, j'ai une mère polynésienne et un père français. Modèle alimentaire entre le camembert et le lait de coco, c'est toujours un peu particulier, mais bon. Et ma mère elle me chantait une chanson, je sais pas si vous la connaissez. J'ai faim, je veux manger de la banane. Oui. Et en fait, je me rends compte que elle avait peut-être raison. Je fais un tout petit commentaire important, mais il faut en fait que les acteurs de santé, les vrais acteurs de santé reprennent leur place. Et le premier acteur de santé, ça devrait être l'agriculteur. Le deuxième, c'est le cuisinier. C'est important ça. Bonsoir, donc moi je m'appelle Hélène, je travaille pour l'association qui s'appelle Bio-Calédonia. Donc c'est assez difficile de faire en quelques minutes soit des commentaires sur ce qui nous a été dit, enfin en tout cas de présenter notre travail. Nous on est l'association calédonienne de certification en agriculture biologique. Donc on délivre un label qui s'appelle BioPacifica. Sur les producteurs qui respectent un cahier des charges international. En fait, c'est la norme océanienne d'agriculture biologique, donc qui est appliquée dans tous les territoires du Pacifique.
On est relativement confidentiel encore en termes de production à l'échelle du territoire. Maintenant, on n'est pas toujours très visible parce que on promeut des voies de commercialisation plutôt directes. Donc, on a un certain nombre de producteurs qui fonctionnent avec des paniers. On a bien sûr un travail avec les anciennes spécialisées en bio et aussi via une stalle au marché de Moselle qui propose des produits bio. Donc je vous parle plutôt de ces aspects de commercialisation parce que j'imagine que c'est aussi ce qui vous intéresse. Donc la première certification, juste pour redonner un petit peu de contexte, elle a eu lieu en 2011. Donc c'est quand même assez récent. C'est en développement constant depuis la création de l'association en 2009. Ce que je voulais peut-être juste rajouter, enfin entre autres par rapport à ce qui a été dit, c'est que effectivement, ça peut être compliqué le sujet vis-à-vis des intrants chimiques. Maintenant, nous, dans notre association, on a quand même pas loin de 80 agriculteurs qui sont certifiés par le label BioPacifica et qui ont fait le choix donc d'utiliser aucun intrant de synthèse. Et par rapport à certaines réflexions aussi, en tout cas pour la norme océanienne d'agriculture biologique, donc c'est pas le cas pour tous les cahiers des charges, mais par exemple, les cultures hors sol sont interdites, puisqu'on estime que le fait déjà qu'il n'y ait pas de sol, c'est un petit peu antinomique avec le bio. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a rien de plus agaçant que de voir dans les supermarchés en France des tomates et des fraises bio au mois de décembre. Et puis après, peut-être rajouter aussi, oui, que sur tout ce qui est agriculture traditionnelle, effectivement, nous, on a quand même un bon nombre de producteurs Canac qui sont certifiés parce que selon certaines pratiques, c'est toujours plus facile de se faire certifier quand on n'a utilisé aucun intrant chimique, même si c'est pas suffisant. Voilà, donc après, ce qui peut être intéressant pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est qu'on est un système donc on appelle participatif de garantie, où tous nos adhérents participent au processus de certification, donc les consommateurs, donc des gens comme vous et moi, et les producteurs engagés dans la démarche, donc selon bien sûr un processus très défini. Donc voilà, j'ai quelques brochures avec moi, donc forcément pas suffisamment par rapport au nombre que vous êtes, mais si vous voulez plus d'informations, voilà, on peut vous en fournir. On a un blog et puis on est présent sur tout le territoire. Merci. Donc, ouais. Bonsoir. Donc, je ne vais pas vous prendre trop de temps non plus. Donc moi, je suis venue pour vous informer de l'existence aussi d'un autre réseau qui regroupe 50 exploitations agricoles, donc en Nouvelle-Calédonie, qui sont des exploitations fruitières, maraîchères, céréalières et également des pépinières horticoles. Ce réseau, il s'appelle Repère et son objectif, c'est d'aider les agriculteurs à améliorer la qualité environnementale de leurs pratiques. Nous, on n'est pas une organisation de certification, donc on ne certifie pas, mais on accompagne vers une autre certification qui s'appelle l'agriculture responsable. Alors l'agriculture responsable, c'est pas une marque privée, en fait, c'est un signe de qualité officiel en Nouvelle-Calédonie. En fait, il y a un dispositif sur les signes de qualité qui a été créé en Nouvelle-Calédonie, qui regroupe plusieurs signes de qualité. Alors vous connaissez peut-être plus le dispositif métropolitain qui est label rouge, le logo AB, etc., les AOC, etc. Donc ici en Calédonie, maintenant, il existe un dispositif sur les signes de qualité avec des équivalents de ces signes de qualité métropolitains. L'agriculture responsable fait partie des signes de qualité environnementaux. Donc il y a un cahier des charges derrière avec une 50aine d'exigences qui va porter sur la gestion des déchets, sur la gestion de la ressource en eau, la préservation de l'environnement d'une manière générale. En matière de protection des cultures, ce cahier des charges, il porte en particulier sur l'observation, la connaissance de l'environnement des cultures, la connaissance des cultures et de leur environnement, la connaissance de la faune, de la flore et l'obligation de préserver tout ça. C'est un cahier des charges qui n'interdit pas les intrants de synthèse, par contre, mais qui vise à les réduire. Et donc l'objectif de ce réseau, en fait, c'est d'accompagner un maximum d'agriculteurs pour qu'ils changent leurs pratiques agricoles
et qu'ils aillent vers voilà, des méthodes de production les plus respectueuses possibles. On travaille notamment avec la biofabrique qui est située à Saint-Louis, en province sud, donc, et qui produit des insectes auxiliaires. Donc il y a des producteurs chez nous qui lâchent ces insectes sous leur serre ou en plein champ pour lutter contre les ravageurs des cultures, par exemple. C'est une des méthodes utilisées. Voilà, j'ai pensé à quelque chose quand j'ai entendu l'intervention tout à l'heure. Vous avez beaucoup parlé des fruits secs. Dans le réseau Repère, il y a quelqu'un qui fait de la noix de pécan. C'est le seul producteur en Calédonie qui en fait, à ma connaissance en tout cas, à notre connaissance. Malheureusement, c'est encore une toute petite production, mais bon, c'est amené à se développer. Et je terminerai pour vous informer, si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est que, enfin, pour connaître le réseau, les agriculteurs. Après, l'idéal, c'est effectivement de connaître les agriculteurs. Les labels, en fait, sont là. Pourquoi ? Parce qu'on est de plus en plus éloigné, finalement, des agriculteurs. Surtout quand on habite en ville, on n'a pas forcément la possibilité de les connaître, de les rencontrer. Donc, il y a les marchés pour ça. Donc, je pense que une des premières démarches à faire, c'est d'aller sur les marchés, d'aller à la rencontre des agriculteurs pour faire connaissance, pour discuter avec eux. Et ensuite, d'essayer de faire confiance, voilà, aux labels qui sont proposés, parce que ce sont des labels qui sont contrôlés. Donc, soit par un système participatif, comme c'est le cas pour BioPacifica, soit par un système de certification par tiers. Donc là, c'est un organisme certificateur agréé, indépendant, qui certifie nos exploitations adhérentes. Et puis, donc, ce que je voulais vous proposer, pour ceux que ça intéresse, c'est de venir sur l'exploitation de Monsieur Esseri, qui est producteur de melons en particulier, à la fois le 17 juillet, c'est un dimanche 17 juillet, Monsieur Esseri ouvre son exploitation aux visiteurs. Il fait visiter son exploitation, il explique ses pratiques agricoles, il utilise notamment, par exemple, quasi uniquement, je crois uniquement, même du fumier, des fumiers, en fait, pour fertiliser ses sols, par exemple. Voilà, donc il explique tout ça, et on aura aussi nos techniciens qui vous expliqueront d'autres choses. Et il y aura également un repas qui sera concocté par des chefs cuisiniers avec l'association Les Toqués du Caillou. Voilà, donc on propose aussi un repas complet et d'autres activités. Voilà. Merci pour toutes à vous. ces informations. Bonsoir, Laurent Cochefer, je suis l'animateur du groupement des agriculteurs biologiques de Nouvelle-Calédonie, GABNC. N'oubliez pas le A, sinon c'est plus la même entreprise. Donc nous regroupons 140 adhérents, dont des agriculteurs à titre principal, des agriculteurs pour qui ce n'est pas le métier premier, des jardiniers amateurs, et des sympathisants. Nous avons en notre sein des permaculteurs, des gens qui font à petite échelle de la biodynamie. On est on représente des agriculteurs qui sont dans la démarche de produire en agriculture biologique avec ou sans label. Et notre cœur de métier, pour finir, c'est vraiment l'accompagnement technique des producteurs, et nous misons fortement sur la transmission de savoir-faire entre professionnels. L'agriculture, ça s'apprend pas que dans les livres, et on a des agriculteurs référents dans plusieurs filières qui transmettent à des gens qui sont agriculteurs ou jardiniers amateurs, et on leur apprend, on démystifie l'agriculture biologique. Et concrètement, tous les mois, on fait des rencontres ouvertes au grand public, et on espère attirer un maximum de professionnels. On appelle ça les rencontres autour de l'agriculture biologique, qui permettent à un professionnel sur sa ferme de parler de ses pratiques et de transmettre ce qu'il sait faire. Simplement, pour retrouver notre groupement, vous googlisez GABNC Nouvelle-Calédonie, et vous aurez toutes les informations pour participer à nos journées et comprendre ce que c'est que l'agriculture biologique. Je vous remercie. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette soirée. J'espère qu'elle aura participé à répondre à certaines de vos questions, en tout cas. Et merci d'être venus si nombreux. Alors, nous vous avons fait remplir des petits bulletins de participation à une tombola. C'est vrai qu'il est un peu tard, on va vous laisser partir. On contactera les gagnants par téléphone, par email. Ce sera fait la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et à très bientôt pour d'autres rencontres.
parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Voilà. Un grand merci pour votre accueil très chaleureux, pour votre belle île. Et puis, vous avez eu quelques réponses avec tous ces acteurs-là, donc bonne continuation.